Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre émission quotidienne, ça s'appelle Le Grand Forum et on est là tous les jours de 16h à 18h avec un programme extrêmement fourni aujourd'hui. Pour m'accompagner, le président de l'IPS ainsi que délégué national chargé des affaires étrangères chez nos amis les centristes, Emmanuel Dupuis. Bonjour Emmanuel. Bonjour Christophe et bonjour aux auditeurs et auditrices. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu en studio. Oui, c'est vrai. Ouais. Et avec Emmanuel tout à l'heure, nous aborderons le Conseil de défense. Sert-il encore à quelque chose ? Conseil scientifique. Conseil scientifique, pardon. Oui, effectivement. Entre les conseils. Bah, le Conseil scientifique sert-il encore voilà. quelque chose ? La réponse est faite. C'est la question qu'on se posera évidemment. Philippe Boriaki est aussi avec nous. Salut mon Philippe. Ah bah, je vois que j'ai... Bon, salut, je n'ai pas eu le même éloge qu'Emmanuel Dupuis, mais voilà, tout va bien, ça fait plaisir. Philippe Boriaki, candidat au régional pour les régionales, avec l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Alors, ça sera l'étiquette Pôle Écolo, parce qu'on a fusion... Enfin, on fait un groupement, le Rassemblement des écologistes en Ile-de-France, mais je suis bien affilié à Europe Écologie Les Verts, je le confirme. Très bien. Alors, on recevra deux invités, même trois invités dans cette émission, puisque nous allons parler d'une association qui mène des actions sur la scolarité. C'est pas très loin de chez toi d'ailleurs, du côté d'Orly, je crois. Myriam Touré qui sera avec nous tout à l'heure sur France Maghreb 2. Ainsi que pour évoquer notre sujet à la une, à savoir les rixes entre bandes rivales qui ont fait l'actualité encore une nouvelle fois cette semaine, et particulièrement chez moi en Essonne, avec deux rixes qui ont coûté la vie à deux jeunes adolescents de 13 et 14 ans. Poignardé, l'un au ventre et l'autre au thorax. Ça s'est passé dans une petite ville de l'Essonne ainsi qu'à Boussy-Saint-Antoine, autre ville, petite ville de l'Essonne. Des rixes en Essonne d'ailleurs qui sont assez importantes et les chiffres ont fortement augmenté entre 2019 et 2020. 99 rixes enregistrés pour la seule année 2020, on était à 55 pour 2019. C'est pour dire que ce phénomène grandit et inquiète aussi. On tâchera d'en parler avec vous, bien entendu, et avec aussi notre invité Nicolas Jeannetet, qui est conseiller de Paris et délégué à la sécurité dans le 15e arrondissement de Paris. Nous en profiterons aussi pour lui demander des nouvelles de l'affaire Yuri, que nous avions d'ailleurs évoqué avec lui précédemment. Autre invité politique tout à l'heure, monsieur Jean-Marc Governatori, qui est co-responsable national de l'AEI, qui est l'AEI, c'est l'Alliance des écologistes indépendants, candidat en PACA pour les régionales, bien sûr. Voilà. Et puis, bien entendu, pour nous accompagner aussi aujourd'hui, Sherazade Bimorgan qui arrive sur le fil. Salut Sherazade. Salut Chris, tu m'entends ? On t'entend très bien, bienvenue en direct ma chère Sherazade. Et alors, pour vous tout dire la stricte vérité, il y en a une qui devait être aussi avec nous, elle s'appelle Soraya Rachedi. Soraya Rachedi que j'appelle à 16h08, elle me dit je peux pas venir. Ok. Voilà, c'est comme ça, on a l'impression que ce grand forum, parfois pour certains c'est le Club Med. Hein. Nadir Kaya aussi nous rendra une petite visite tout à l'heure. Nadir Kaya, bien sûr, président de Banlieue Plus et nos quartiers, qui sera avec nous. Donc tout un programme. Voilà, qui fait plaisir. On va commencer tout de suite par un petit quiz. Philippe, Sherazade et Emmanuel, avec mes petites questions qui ont tout en rapport, vous le savez, avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 25 février. Tout le monde suit, c'est parfait. Qu'est-ce qui a été créé, et c'est là ma première question, en 1803 en rapport avec le commerce à Paris ? Tribunal de commerce. Non, monsieur. La Chambre de commerce. La Chambre de commerce, bravo, Boriaki. Premier point, création de la Chambre des commerces en 1803, Emmanuel. Qu'est-ce qui a été installé pour la première fois en 1909 dans le métro parisien ? Un escalator. Un escalator roulant, évidemment. Bonne réponse, Philippe. Premier escalier roulant qui est bien pratique quand même, hein, notamment à la station à côté de la radio, Emmanuel. Il y a quand même pas mal de marches. Troisième question, quel colonel prend le pouvoir en Égypte en 1954 ? Nasser. Nasser est une excellente réponse. Il est rapide. Il est très rapide. Ouais, et moi, il est trop rapide en fait. Quelle actrice française... Ça s'appelle la culture générale. Oh, monsieur se la raconte, attention. Quelle actrice française remporte un Oscar à Los Angeles en 2008, l'Oscar de la meilleure actrice. Oh là là, il nous fait du Abdeslamitache. Meilleure actrice pour son interprétation d'Edith Piaf dans le film La Môme. La Môme. Exactement. 4 bonnes réponses. 5e question. Je cherche un homme d'État égyptien qui a succédé à Anwar el-Sadat, mort en 2020.
Mélanie Begin. Non, monsieur. Non, mais qu'est-ce que je raconte Mort en 2020. Mais non, c'est le. Accéder à qui? Il a succédé à Anwar el-Sadat. Mais c'est le président égyptien. Oui, bah oui. Celui qui a été déchu en 2011. Chassé par la révolution. La population. Du papyrus, c'était. C'était le Raïs, là, on l'appelait Raïs, mais. Oui. Non, c'était Saddam Hussein, le Raïs, non? Non, il était appelé aussi Raïs. Ah, oui. Raïs, c'est chef en armes. Oui. Ah merde. Moubarak. Hosni Moubarak. Ils l'ont eu. Heureusement que ça fonctionne encore. Ils l'ont eu. Et enfin, je cherche un ancien membre des Beatles, guitariste, compositeur, chanteur. Non, anglais, né en 1943 à Liverpool. Beatles, pardon, pas les Rolling Stones. Pardon. Non. George. Oui, George. George comment? George Harrison, voilà. Je confondais avec Rolling Stones. C'est moi. Oui, c'est toi, oui, aidé fortement. Attends, s'il te plaît, qui a dit Harrison? Voilà, et elle a dit George. Bon allez, je vous mets un demi-point chacun, voilà. Bon, écoutez, Philippe, bravo, Philippe Boyaki, il a bien révisé, en l'occurrence, son éphéméride aujourd'hui. Dans un instant, les amis, on va parler du conseil scientifique. Est-ce qu'il sert encore à quelque chose, ce fameux conseil scientifique? C'est la question que vous posera Emmanuel Dupuis. Et en amont, il nous dira sa vision, évidemment, pour savoir finalement à quoi sert ce conseil scientifique. On va tâcher d'en savoir plus. Et vos appels, bien sûr, en direct au 01 40 33 9000. Soyez les bienvenus en direct pour le LGF. Même le chien est content. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 en ce jeudi après-midi. On est bien avec Philippe Boyaki, avec Sherazade Bimorgan, avec Emmanuel Dupuis, rejoint tout à l'heure par Nadir Kaya et nos invités. On en a 3, il va falloir faire fissa. Je compte sur vous êtes disciplinés aujourd'hui. Emmanuel, Philippe et Sherazade. Et Sherazade nous parlera tout à l'heure de son sujet que j'avais pas vu, pour être très honnête. Qui s'appelle Sherazade, le micro ouvert, c'est mieux quand même pour faire de la radio. D'accord. Ah oui, la politique est-elle l'affaire de tous? La politique est-elle l'affaire de tous? Voilà, on en parlera tout à l'heure, mais auparavant, voilà, on va parler avec Emmanuel et pour commencer de ce fameux conseil scientifique avec qui on a fait connaissance et qui nous accompagne maintenant régulièrement depuis maintenant 1 an, depuis le lancement de cette pandémie, de cette arrivée de cette pandémie de la Covid-19, Emmanuel. Oui, alors on a appris à connaître non seulement le conseil... On connaît moins le conseil scientifique et plus le président du conseil scientifique parce que c'est lui que l'on met en avant, Jean-François Defrécy, qui était beaucoup plus présent il y a quelque temps. Il faut avoir à l'esprit que ça fait quand même 1 mois que le conseil scientifique n'a pas rendu d'avis et donc on a quand même le sentiment qu'il y a une nette volonté de... je ne vais pas lui rabattre le caquet, ce serait trop excessif, mais en tout cas de réduire un petit peu son expression. Et puis, je voulais évoquer ce sujet pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'une étude est sortie sous l'égide de Sciences Po, et particulièrement le CEVIPOS, le Centre d'études de la vie politique française, sur la confiance des Français vis-à-vis de la science. Est-ce que, en gros, les Français ont confiance dans les médecins, dans les hôpitaux, dans le personnel médical en général, et dans les scientifiques? Et les chiffres sont assez étonnants, malgré les contradictions, malgré parfois des différences d'appréciation entre les scientifiques eux-mêmes. Il suffit de vous brancher sur toutes les chaînes d'information continue et vous verrez qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils défendent des intérêts parfois un peu sectoriels, pour ne pas dire sonnants et trébuchants. Je n'irai pas plus loin, mais cette étude est assez intéressante, premièrement parce qu'elle montre que 78% des Français ont confiance dans la science et ils sont un petit peu moins à avoir confiance dans les scientifiques. Donc ça prouve qu'il y a une différence entre la personnification de la science et ceux qui la portent. Évidemment, nulle surprise à ce que le personnel médical soit choyé. 85% des Français lui font confiance, 80% pour les hôpitaux. Et il y a ce paradoxe d'un conseil scientifique composé de 12 membres où l'on sent une vraie zizanie, un front entre les pros et les anti-confinement. Assez étonnamment, mais ça n'a pas été très médiatisé, il y a quelques jours, 5 membres du conseil scientifique ont signifié qu'ils n'étaient pas d'accord avec
les 7 autres en écrivant ensemble une étude dans une grande revue scientifique qui s'appelle The Lancet, qui fait référence en matière scientifique, en disant qu'en gros, il y a une alternative au confinement. Et donc on sent qu'il y a un vrai hiatus qui est en train de se créer entre ceux qui disent qu'il n'y a pas d'autre solution que le confinement et d'autres. Et ils rappellent qu'ils sont médecins, donc leur mission, c'est évidemment de soigner les Français et les Françaises, c'est de dire qu'il y avait d'autres solutions. Alors, la raison pour laquelle j'ai évoqué ce sujet, c'est qu'on est au plein dans cette polémique qui consiste à savoir si ce sont les scientifiques qui doivent guider l'action publique ou si c'est la responsabilité politique de prendre l'avis du conseil scientifique. Il n'aura échappé à personne que le président de la République est de plus en plus hésitant sur les choix que lui sont présentés par le conseil scientifique. Il le redit à longueur des conseils de défense. On avait déjà évoqué cela et on en est quand même à une 50aine de conseils de défense depuis qu'il est arrivé au pouvoir. On est plus proche des 60 que des 50. Hein. Peut-être même plus proche des 60. La dernière fois quand j'avais fait ce sujet, on était à 44 et c'était déjà il y a 1 mois et demi. Et donc je voulais évoquer ce sujet en mettant en avant le fait qu'il est particulièrement embêtant d'avoir une sorte de schisme entre les pros et les anti-confinements au sein du conseil scientifique, alors qu'on s'attendrait, comme le sondage que j'ai évoqué, comme l'étude de Sciences Po le prouve, à ce qu'il y ait une cohérence entre les scientifiques eux-mêmes et que, in fine, on ne soit pas encore pris dans cet éternel débat. Et je terminerai de 2 phrases. Entre, en gros, l'idée selon laquelle il faille confiner tout le monde pour ne pas avoir à affronter des problèmes administratifs. Nous n'avons pas suffisamment de lits en réanimation. On devait en avoir 7000. On est plus proche des 5000 que des 7000. D'où la crainte ou la logique, l'épée de Damoclès du confinement. Non pas parce que le virus fait des hauts et des bas. Le virus est stable sur une plateforme haute, mais il est stable. Et donc, c'est cette difficulté qu'on a aussi à prendre en compte la dimension de ce que j'appelle l'hétérogénéité dans le processus décisionnel. Ceux qui prônent une massification, en gros, tous les Français doivent être astreints au confinement, quelle que soit la nature du risque. Et il faut avoir cela à l'esprit, entre des zones dans lesquelles le taux d'incidence est très fort, le plus fort étant Dunkerque, 900 cas pour 100 000 habitants, mais si on prend les zones qui, théoriquement, quand le Premier ministre prendra la parole à 18h, devraient être soumis à ces confinements, Dunkerque, Metz, on a évoqué évidemment les Alpes-Maritimes et Nice ou Mayotte, on est effectivement dans des chiffres très complexes à gérer. 848 cas sur 100 000 pour les Alpes-Maritimes, Nice précisément, 750 pour Nice ou 848 pour Metz. Donc on voit bien qu'il y a un schisme, encore une fois, un hiatus qui est en train de se créer entre ceux qui voudraient territorialiser, régionaliser, et je crois que c'est la position du président. On a l'impression qu'on assiste à une forme de gruyère sanitaire où il y a des zones dans lesquelles la situation est meilleure et des zones où effectivement la situation est forcément pire. Et d'une phrase, Lupo est très bavard, et d'une phrase pour terminer mon propos, je crois qu'on en assiste avec le conseil scientifique de nouveau à un mal français qui consiste à ce qu'on soit dans l'hyper présidentialisation du processus décisionnel ou la verticalité des prises de décision. Les conseils de défense sont préparés par le secrétaire général de l'Élysée, par le directeur de cabinet du Premier ministre, laissant peu de place à l'improvisation. Et je crois que, au contraire, dans le cadre de cette pandémie, nous devons adapter nos solutions médicales ou politiques à la réalité du terrain. Donc une forme de régionalisation, de territorialisation dont on prend seulement connaissance ou que l'on prend en compte maintenant. Donc ma question posée aux Français, c'est d'après vous, est-ce que vous pensez comme moi que le conseil scientifique ne sert strictement plus à rien ? La question elle est posée et la réponse est apportée et c'est à vous de nous la donner au 01 40 33 9000. Même le chien s'en mêle, c'est pour dire que le conseil scientifique effectivement ne sert pas à grand chose. Qu'en pense Bouriaki, le conseil scientifique ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Écoute, je crois que Emmanuel a résumé et a figé la situation. Le conseil scientifique a un sens
lorsqu'il est écouté, lorsque ses travaux sont suivis des faits. Mais force est de constater que le conseil scientifique dit blanc et le gouvernement dit on va attendre encore un petit peu, puis encore un petit chouïa, et encore, jusqu'au moment où on arrive à une situation dramatique. Moi, je me rappelle la semaine dernière, le jeune talentueux porte-parole qui n'a de parole que de nom, puisqu'il devait venir sur les antennes de France Maghreb 2, et on les attend toujours. Alors, peut-être que c'est le problème, le mot Maghreb, on devrait juste mettre France 2, peut-être que ça serait plus simple. Et oui, monsieur Attal, j'espère qu'il va bien, qu'il nous écoute, Gabriel. Écoute, la semaine dernière, il avait le sourire en disant les chiffres sont de bon augure, ça descend légèrement, on est en train d'amorcer la côte de la descente, donc tout se passe bien, donc on va continuer et on va rien changer. Alors que ça fait plus d'un mois que tu as le conseil scientifique, que tu as d'éminents spécialistes, que tu as le corps de l'enseignement qui alerte et qui disent mais non, mais là, stop, arrêtez vos conneries, c'est les vacances, on en profite, on confine 15 jours, voire 15 jours supplémentaires. Rappelle-toi, on entendait ça en boucle de toute façon sur tous les médias mainstream, et tu sais que quand on entend ça sur BFM TV, en général, c'est ce qui va arriver un petit peu puisqu'on nous prépare tout doucement. Et puis, les Français étaient prêts. Et visiblement, le gouvernement a dit non, mais attendez, nous, on a des ordres de notre patron. C'est pas Macron, c'est le MEDEF. Et donc, on va obéir d'abord au MEDEF et puis après, on verra pour votre santé. Conclusion, on va arriver aux 100 000 morts, chose qu'on voulait éviter il y a un an. On a 85 000 là. Combien ? 85 000. Ouais, c'est pour ça que je dis on va arriver. C'est rien, 15 000, ça va aller très très vite. Malheureusement, attention, je ne le dis pas ça avec simplicité et légèreté. Je dis que malheureusement, les décisions complètement absurdes qui auraient dû être prises d'ailleurs depuis le mois d'octobre. Alors, on n'a pas voulu flinguer Noël parce que le Français, le Gaulois réfractaire, tu peux tout lui enlever sauf son Noël. Alors là, il est prêt à descendre dans la rue avec des pelles et des pioches. On a vu ça en 1789, même si c'était au mois de juillet. Ils n'avaient pas le même calendrier, visiblement. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on va arriver à comme il a dit, une régionalisation des confinements. Mais puis, dans 15 jours, 3 semaines, un an après, on va généraliser la situation parce que les lits vont être en saturation, les hôpitaux vont être. On en a fermé des lits. Je rappelle que le Canard enchaîné avait annoncé qu'on a fermé 700 lits depuis le début de la pandémie. 700 lits. Oui, mais entre deux, il y a eu l'été et on s'est tous relâchés. Le gouvernement aussi, ses promesses avec. Donc voilà, je ne ferai pas plus long, mais le conseil scientifique a un sens s'il est suivi des faits et des recommandations qu'il fait. Et pourtant, on a rajouté un vétérinaire récemment, un vétérinaire, un pédopsychiatre. Il a été fourni en nouvelles arrivées, ce conseil scientifique. D'accord, mais il a été fourni pour quoi faire ? Pour prendre le petit-déj et prendre des brunchs ? Voilà. Non, mais ça a un sens, le vétérinaire. Lorsque tu regardes, je veux pas être alarmiste, mais lorsque tu regardes l'augmentation et la progression de la pandémie, elle correspond tout à fait à la migration des oiseaux. Je rappellerai que je ne sais pas si tu te rappelles le fameux virus H1N1, H1N1, j'arrive jamais à le prononcer. Il y avait une corrélation énorme entre la grippe aviaire et ces virus qui vont très très vite. Alors bon, là effectivement avec la mondialisation et les aéroports, tu vois l'effet de masse. Mais la saison en tout cas épidémique et pandémie, elle correspond à la saison migratoire. Donc dès le départ, on aurait dû. Mais je vais pas jeter la pierre au gouvernement. Je suis pas comme ça. C'est vrai que ça coule pas de sens, mais aujourd'hui, ça a un sens bien précis. Mais le conseil scientifique, depuis un mois, a dit il faut confiner. Le gouvernement fait l'inverse. Donc il ne sert à rien dans ce cas-là. Annonce tout à l'heure de Jean Castex qui pourra annoncer de nouveaux départements qui risquent d'être touchés par cette nouvelle stratégie, en tout cas ce qui apparaît comme étant une nouvelle stratégie. C'est-à-dire un confinement le week-end et un couvre-feu maintenu la semaine, ce qui laisse la possibilité aux gens d'aller travailler et puis surtout que les enfants puissent aller à l'école pour que les parents puissent aller travailler. C'est un peu ça qui se dessine. Sherazade, le conseil scientifique, franchement, il faut lui accorder quel crédit ? Oui, justement, en fait, il y a beaucoup de propos qui ont été dits, presque tous. Et moi, après, c'est juste ma pensée. Je pense que le côté en fait politique, économique prendra toujours sur le côté scientifique, notamment au niveau de la santé. Ça veut dire que si les décisions du Conseil scientifique pour la santé ne sont pas en corrélation avec le domaine politique, économique ou est susceptible de le faire chuter, donc je pense que les propos scientifiques seront lésinés et qu'on ne va pas les écouter et suivre l'autre choix. Je pense après. Oui, affaire à suivre. Emmanuel, sur ce qui a été dit. Je précise quand même que c'est pas
un problème entre les décisions prises par le conseil scientifique et les décisions prises par le politique. Entre scientifiques, ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est ça le problème. C'est pas tant que le politique ça, tienne pas depuis compte. le début, c'est la même chose. Hein. Oui, non, mais c'est quand même assez intéressant parce que... Embêtant, on va dire. Embêtant, intéressant. C'est surtout intéressant de manière sociologiquement parlant. On a un conseil scientifique dont le but est de montrer la diversité des options. Et ce que un certain nombre de scientifiques au sein du conseil scientifique récusent, donc d'où cet article, poliment dit, une porte vers la sortie, qu'on apprend les solutions de facilité. C'est même pas une question de défendre la vie économique aux dépens, entre guillemets, des vies humaines. C'est que les décisions qui auraient dû être prises et qu'un certain nombre de scientifiques avaient proposées ont été balayées d'un revers de main par d'autres. La décision qui était celle qu'ils souhaitaient, c'était l'autoconfinement des personnes fragiles et donc d'une certaine façon que l'on mette sous cocon ceux qui sont les plus atteignables. Je rappelle quand même ce chiffre. Sous cocon, ça c'est bien, j'aime bien ce sous cocon. Mais c'est littéralement ce dont il est question. 70% des 85 000 morts ont plus de 70 ans. Donc, de nouveau, et là on vient à une interprétation politique, le fait, et je cite littéralement, d'administrer une dose de cheval, comme on a coutume de le dire, à l'ensemble de la population qui n'est pas atteint par le même mot, me semble une aberration. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est pas tant le fait que le MEDEF l'emporte sur les scientifiques. C'est absolument pas ça le débat. Le débat, c'est de savoir si nous sommes dans une logique de facilité ou si on est un petit peu plus inventif. Voilà, il t'a défoncé là. Qui décide de dire oui, on prend l'avis de ce parti scientifique qui a dit oui, plutôt que l'avis de ce parti scientifique qui a dit non? Qui prend cette décision? Parce que normalement, ce serait au sein de la communauté scientifique où il y aurait une ou, je ne sais pas, 2-3 personnes qui prendraient une décision finale qui représenterait l'ensemble de cette communauté scientifique. Oui. Pour rebondir à ce qu'a dit Emmanuel, j'entends. De toute façon, il y a toujours eu deux écoles en médecine, Emmanuel. Il y a ceux qui sont pour le curatif et ceux qui sont pour le préventif. Force est de constater que le préventif coûte moins cher que le curatif. C'est pas parce qu'on prévient qu'il n'y aura pas de curatif. Hein. Attention, je pèse mes mots. Mais la chose étant bien précis, lorsqu'on applique, et les écologistes, on est très bien placés là-dessus, puisque c'est notre fer de lance, le principe de précaution, dès qu'il y a doute, on ne prend aucun risque. Effectivement, il a raison de le rappeler. Et je rappellerai que le professeur Raoult faisait partie du conseil scientifique lorsqu'il a décidé de claquer la porte. Il a vite claqué la porte quand même. Hein. Oui, il a bien vu que ça servait à rien. Donc il s'est dit, des petits déj, je peux en prendre à Marseille assez régulièrement. Donc on va faire des économies de carburant et de kérosène. Et donc on va rester sur place. Mais la réalité est tout autre. La réalité, elle est sur des chiffres bien précis. Emmanuel, en l'espace de 5 mois, on a eu plus de morts qu'au moment de la première pandémie. On n'était pas préparé, on ne s'attendait pas, on ne savait pas. Donc la réalité, elle est là. On avait 30 000 morts, aujourd'hui on est à 85 000. On a pris 55 de plus. Et de façon assez brutale. Il y a eu des moments, des pics, où on avait autant de morts qu'au moment du pic du confinement généralisé du mois de mars à mai. C'est précisément la raison pour laquelle il fallait mettre sous cocon les plus fragiles pour protéger ceux qui avaient plus de... T'aimes bien ce mot, cocon. Bah oui, mais t'aimes bien, c'est un mot qui parce que c'est protecteur, le cocon. Cocon. Allusif. C'est précisément parce que il y a eu quand j'étais jeune, on augmentation... disait que j'étais concon. C'est pas la même chose. Bon. C'est précisément parce qu'il y a eu une augmentation entre le deuxième confinement et le pseudo-troisième confinement pour les populations les plus à risque, que c'est une aberration de soumettre la même solution pour ceux qui ont moins statistiquement de risque de mourir. 16h38, Nadir Kaya. Oui, bonjour. Ça va pour Nadir? Ouais, et toi Christophe? Comment ça va? Ça va. T'as vu, on est entre cocons. Ouais, dans un cocon. Cocon, voilà. Bienvenue mon Nadir, président Banlieue Plus et ses quartiers. Alors ton avis, le conseil scientifique, c'est la question que pose Emmanuel, est-ce qu'il sert à quelque chose selon toi? À mon simple niveau, je pense que c'est un point de repère d'un point de vue scientifique pour nos politiques qui sont dans le flou total. Vous avez évoqué le fait qu'il y avait plusieurs tendances, et essentiellement deux, je pense qu'il y en a plusieurs de façon générale. Après, ce qui est compliqué dans cette histoire-là, c'est de prendre la bonne décision, sachant que c'est un phénomène assez nouveau. Moi, ce qui me désole dans cette situation, c'est que je pense qu'on en fait trop. Vous avez évoqué des chiffres, je pense qu'ils sont faussés, parce qu'on sait très bien que dans les
premiers mois, il y a tout un ensemble de Français qui sont morts de différentes maladies, mais dans un milieu dit du Covid, donc ils ont été comptabilisés là-dedans. Donc je pense que le chiffre est erroné. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir de cette schizophrénie. Il faut retrouver une normalité à nos vies. Il faut arrêter de faire de l'hypermédiatisation de ce Covid et retrouver une vie normale. Il faut arrêter de tomber dans ces guéguerres entre politiciens, entre experts, entre pseudo-experts et retrouver très rapidement une vie normale parce que Marlène Schiappa l'a évoqué, je pense qu'il va avoir des conséquences, peut-être pas aussi tragiques qu'elle a pu le dire. Mais il y a le buzzer à chaque fois qu'on prononce Schiappa dans cette émission, c'est bizarre. Ouais, mais je pense que c'est important de retrouver une certaine normalité dans nos vies. Alors, on va demander l'avis de Méziane qui est avec nous au 01 40 33 9000 qui attend sagement. Salut mon Méziane. Salut mon Christophe, bonjour chroniqueurs. Ils sont nombreux aujourd'hui. Chroniqueuses et chroniqueurs. Chroniqueuse quand même, Sherazade, oh. Oui, bah Ouais. oui. Bah Quand oui. même. Sherazade, c'est un joli Elle prénom. est tellement excellente qu'elle en Ça me vaut rappelle plusieurs quelque mêmes. chose. Voilà, c'est ça. Ah, merci. Alors, Méziane. Alors, moi, je voudrais tout simplement dire que j'avais cru mal entendre, j'avais dit cocon, mais au départ, j'avais compris gros con. Non, c'est pas le genre d'Emmanuel. Non, arrête, Méziane. Donc, on rectifie. Il avait compris gros con, Méziane. Tout rentre dans l'ordre. Cocon, bah oui, bah bien sûr. Sous cloche. Ah bah écoutez, il y a de tout dans la vie. Non, mais ça, c'est l'humour kabyle, hein, t'inquiète pas. Voilà. Alors, moi, ce que je voudrais dire, bien entendu que ce Covid touche la planète en entier. Ça, merci, Méziane, on avait vraiment besoin de toi pour le savoir. Non, mais merci. Non, mais je rigole, ça va, on peut plaisanter un peu. Tu commences déjà. Ouais. Mais tu me laisses pas développer. Quand Ouais. j'ai dit ça, c'était si tu veux, c'est pour éclaircir un peu les choses. Bien sûr, Hein, bien sûr. ma pensée. Oui. Moi, je suis pas très synthétique. Hein. J'essaie de faire les choses dans l'ordre. Je pense que on nous le dit pas. C'est la fameuse théorie du complot. C'est une guerre bactériologique. Ouais. Parce que nous sommes près de 8 milliards sur la Terre. L'écologie, on nous parle tous les jours que la planète est fatiguée. Ouais, Et elle pleure. pourquoi ? Parce que nous sommes dans une société d'hyperconsommation et nous sommes très nombreux. Et à un moment donné, ils disent qu'il faut réguler. Et pour réguler, ils ne veulent pas faire des guerres conventionnelles, ni atomiques. Ils ont décidé de nous envoyer un virus. Merci, Méziane. Bon, On va nous taxer de radio complotiste maintenant, grâce à toi. Merci pour beaucoup. finir positivement, Oui. le Hirak est sorti en masse en Algérie. Et je voudrais dire à M. Lardari qu'il a perdu. Ça y est, le gouvernement, j'ai des oui-dire qu'il a commencé à préparer ses valises. Ah bon, d'accord. Bah merci beaucoup. Tu nous diras vers quelle destination ça nous intéresse. Merci Méziane. Allez, dans un instant, on va changer de sujet. Merci beaucoup Emmanuel en tout cas d'avoir évoqué ce sujet du conseil scientifique parce que finalement on en parle très peu. Et il est important. On le suit, on suit ses chiffres, ses observations. Et que va nous annoncer rapidement, est-ce que vous avez une petite idée de ce que va nous annoncer Castex tout à l'heure à 18h? Parce qu'apparemment il va nous annoncer des choses. Emmanuel, t'as une petite idée, non? D'après ce que je sais, il va pas annoncer grand-chose. D'accord. Il va annoncer le fait qu'il y aura sans doute un confinement plus dur à Dunkerque. Il va nous annoncer qu'il y a une concertation avec les élus. Ouais. Et il va tout faire pour montrer qu'il est en ligne politique avec le président, ce qui, dans les jours qui ont précédé, n'était pas évident. Ouais. Philippe, t'as une petite idée de ce que va nous annoncer Castex? Ouais, mais je peux pas vous le dire. D'accord, ok, t'es dans le secret oui. des dieux, quoi. Ah ouais. Ouais. Bah, Sherazade. Soyez tout à l'heure à 18h sur la page de France. Moi, aucune idée, mais j'espère qu'il ne va pas nous annoncer un confinement. Non, ça, n'aie crainte. Et C'est pas lui qui annonce le confinement, Sherazade, t'inquiète pas. Non, c'est le président. C'est le président. Quoi qu'il arrive, tant que le président ne parle pas, vous êtes rassurés. Voilà. Et le couvre-feu? Ah bah le couvre-feu, on va continuer a priori. Par contre, il pourrait annoncer des confinements localisés et le week-end. Oui, ça. Et a priori, la région parisienne, si c'est pas pour ce soir, c'est pour très bientôt. Hein. Faut s'y préparer. Voilà. Nadir, Castex, il va dire quoi tout à l'heure? Je sais pas, je sais qu'on lui a reproché d'être transparent depuis quelques jours, donc Ah bon malheureusement je pense qu'il va intervenir pour faire taire un petit peu toutes ces personnes qui lui reprochent d'être un petit peu absent. Donc si c'est pour annoncer ce qu'on sait déjà, c'est pas la peine d'intervenir. Il le Et fait donc souvent, hein. ouais, globalement on n'en a rien à faire quoi. Ça. D'accord, c'est très bien, c'est très bien. Oh là là, Nadir il clash. Oh, c'est Ouais, bon, ouais, ça. je suis tendu aujourd'hui. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe, mon Nadir? Non, bah comme je t'ai dit, c'est cette ambiance et cette faculté Bah, que il les fait uns et beau les autres ici, ont on à est tomber bien dans là, ce ensemble. piège des politiques, dans cette situation du Covid. Quoi. C'est épuisant. Alors Bon, qu'on peut retrouver une vie normale. J'ai une idée pour toi, mon Nadir. On va parler de scolarité. Je pense que là, ça te parle davantage. N'est-ce pas? Non, mais il a raison, Nadir. Non, mais pour rebondir, c'est non, vrai mais qu'il faut qu'on sorte un petit peu de cette schizophrénie qu'on nous impose, comme quoi on reviendra jamais à la normale,
que la situation est grave. Elle est grave, bien sûr, mais elle est plus grave dans certains territoires. D'ailleurs, elle est beaucoup plus grave dans d'autres pays. Je rappelle qu'aux États-Unis, depuis quelques heures, on a atteint 500 000 morts. 500 000 morts. Donc, Aux États-Unis, oui. Ouais. Voilà. Et eux, je rappelle qu'eux ne sont pas dans le confinement. Oui, c'est clair. Enfin, ils l'ont été, mais ils ne le sont plus. Non, mais ils ne le sont plus. Ouais. Dans un instant, on va parler de scolarité. On va aller du côté de chez toi, tiens, mon cher Philippe. Elles nous viennent d'Orly, Myriam Touré et Fatima, pour nous présenter leur association qui lutte pour la scolarité. Ça, c'est important, ça nous parle. Et ça sera d'ailleurs en lien avec notre sujet. Pour la scolarité ? Pour la scolarité, bien sûr. Et on en parlera, ça sera en lien avec notre sujet du jour tout à l'heure à la une. On va parler de ces rixes entre bandes violentes, entre bandes rivales, pardon. Est-ce que Darmanin est impuissant ? Bon, alors attention, parce que j'ai vu quelques observateurs très mal placés, avec des idées très mal placées. On parle pas d'impuissance dans le sens où vous l'entendez, d'impuissance à agir et à lutter contre ces bandes rivales. C'est la question que l'on vous pose et vous êtes en grande majorité, un score à la Ben Ali, à dire oui. À tout de suite. Le LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous, avec beaucoup de monde aujourd'hui. Sherazade Bimorgan, avec Emmanuel Dupuis, avec Nadir Kaya, avec Philippe Bouriaki. Et nous allons parler et présenter une association à présent, puisqu'ils sont avec nous. Myriam Touré, elle nous vient depuis Orly, accompagnée de Fatima. Bonjour les filles. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bonjour Myriam. Alors, présentez-nous votre association qui lutte pour la scolarité. Enfin, quelle est son ambition à cette association ? Quel est son objectif ? D'accord, en fait, encore une fois, merci encore à France Maghreb 2 de nous accueillir au sein de votre radio. On est très, très ravis de venir parler de ce qu'on fait. Alors nous, c'est Madame Touré, Madame Ben Kamla, présidente et vice-présidente de l'association LAS, Liberté d'agir scolaire. Donc depuis bientôt 10 ans, on intervient dans les collèges, lycées, centres sociaux, foyers, prisons pour mineurs. Centre de loisirs aussi, afin de sensibiliser les jeunes face aux violences, harcèlement, discrimination, violences faites aux femmes, bandes rivales, harcèlement, personnes en situation de handicap, toxicomanie aussi, et puis dans d'autres aussi thématiques. On va commencer bientôt l'environnement bientôt, et aussi d'autres thématiques là que nous préparons actuellement. Donc on intervient dans toute la France. Donc on a fait toute l'Île-de-France, on a fait Marseille, on a fait Montpellier, on a fait Lyon, près de Lyon, on a fait... De quelle manière vous intervenez, Myriam ? En fait, on intervient, si vous voulez, on est contacté, ou on contacte les collèges et lycées d'Île-de-France ou d'ailleurs. Souvent, ce sont aussi les écoles qui nous contactent par rapport à des problèmes qu'il y a eu dans l'établissement. D'accord. Ça peut être des agressions sexuelles, ça peut être des histoires qu'ont eu certains jeunes entre eux. Il y a aussi beaucoup d'harcèlement, beaucoup 6e, 5e. Est-ce que la recrudescence est au rendez-vous ? C'est-à-dire, est-ce que ça se multiplie ? Est-ce que ça s'accentue ou pas ? Là, aujourd'hui, comme là actuellement c'est les vacances, mais on va reprendre à partir du mi-mars. Mi-mars, mi-mars, on va intervenir dans différents établissements parisiens et du Val-de-Marne. Ouais. Donc actuellement, on intervient, qui dit mars dit forcément la journée de la femme. Donc on va beaucoup intervenir sur les violences faites aux femmes et surtout les droits des femmes. Parce que souvent les jeunes, en tout cas souvent les jeunes, mais on insiste sur les jeunes filles, elles ne se rendent pas forcément compte qu'il n'y a même pas 60 ans, elles ne pouvaient pas aller à l'école, ne pouvaient pas travailler, ne pouvaient pas avoir de chéquier, ne pouvaient pas même divorcer. Donc quand on leur dit ça, ça leur sort, on va dire, par les yeux. Mais nous, on est là aussi pour faire de l'éducation et surtout de la prévention et sensibiliser et surtout conscientiser les jeunes par rapport à ces thématiques. Et donc en plus avec les différents confinements et le premier en particulier où la violence faite aux femmes s'est fortement accentuée. Après, je vous mens pas, c'est que vous savez, on a eu beaucoup d'interventions annulées par rapport au premier confinement parce que tout était fermé. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de femmes battues ou violentées. Il faut savoir qu'on compte aujourd'hui 14 femmes qui sont décédées aujourd'hui. En France, vis-à-vis de leur... Pour l'année 2021 ? Voilà, aujourd'hui, depuis le début de l'année, 14 femmes sont déjà décédées. Et ça peut être de très très jeunes femmes à des personnes aussi âgées. Donc et de tout milieu, faut rappeler quand même. De tout milieu sociaux. De tout milieu sociaux, de toute origine, absolument. De toute religion aussi confondue. Pour dire que comme j'aime avec mon équipe, on aime dire que la violence, c'est un cercle vicieux. Qui dit préjugé dit stéréotype, qui dit stéréotype dit
dit sexisme, dit discrimination, dit harcèlement, dit violence faite aux femmes. Donc la violence est malheureusement accrue aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on intervient, comme on aime dire, on n'a pas attendu malheureusement tout ce qui se passe actuellement pour intervenir, parce que pour nous, l'éducation est très très importante. Comme on aime dire aussi que c'est vrai, les maths, les français, l'histoire géo sont des matières de base très très importantes, c'est vrai, mais c'est vrai qu'encore, il y a des écoles qui font intervenir des associations une fois dans l'année, ou des fois pas du tout, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, pour justement parler de ces problématiques-là. Donc nous, des fois, on va dire, on pousse les portes, on va même des fois devant les écoles, pour parler aux CPE ou aux infirmiers, afin de proposer, on va dire, nos actions pour lutter contre ce genre de violence. Donc c'est sous forme d'échanges, sous forme de débat. On fait aussi du théâtre forum, on travaille aussi beaucoup avec des films, des courts-métrages, notamment avec le film où Isabelle Adjani a eu un prix, le film L'argent de la jupe, qui parle notamment de toutes les problématiques qu'on a citées. Donc le but, c'est vraiment qu'ils se rendent compte, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que... Ouais, vous faites un vrai travail sur le terrain, on est sur le terrain. Nous, voilà, on est des femmes de terrain, et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu tout ce qui se passe aussi, il ne faut pas aussi oublier nos téléphones, les réseaux sociaux. Ouais. Donc, qui dit réseaux sociaux dit malheureusement pour certains jeunes cyberharcèlement. Il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons qui se font harcelés très violemment, parce qu'avant, entre guillemets, qu'on n'avait pas les téléphones, ça s'arrêtait pendant les vacances. Aujourd'hui, c'est du lundi au dimanche, même pendant les vacances et les grandes vacances, et ça continue de plus en plus. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux, justement, pour voir un petit peu vos activités Alors, vous pouvez nous retrouver par mail déjà, sur lasassociation@hotmail.fr, ou sinon sur Instagram, Mariam espace LAS espace 94, ou sinon sur Snap. Bon, sur Snap c'est un peu différent, c'est pas trop, c'est un nom plus perso. Oui, non, c'est un peu perso, mais c'est Miss Tour, voilà, pardon, parce que je suis une demoiselle. Oui, MISTOURE 94@hotmail.fr. Est-ce que Christophe, je peux dire un petit mot? Oui. Sur quelque chose, parce que je peux vous montrer que encore une fois, merci beaucoup de nous accueillir auprès de vous. C'est qu'aujourd'hui, voilà, il y a 2 jeunes qui sont partis violemment, très 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 durement par rapport au RIX, d'accord. Donc je pense en Essonne. Voilà, en Essonne. Donc en 2020, on comptait entre 80 ou 100 pertes, voilà, de jeunes, faut savoir. 99 RIX, attention. Voilà, oui, mais pas perte, mais il y a eu quand même des dommages par rapport à ces jeunes-là. Et c'est pour ça que nous, LAS, on intervient justement sur ces problématiques-là, parce que aujourd'hui, comme le jeune Yuri, il y a 2 mois ou 1 mois, qui s'est fait tabasser par 15 personnes, par 15 enfants, vous imaginez qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement banal, et maintenant, ils filment ce qu'ils font, que c'est même devenu, ils s'en vantent pour certains, filles comme garçons. Oui, c'est un jeu malsain. Nadir, ça te parle beaucoup, ça, ces sujets-là, hein, non, ça me parle beaucoup, mais ce qui me désole par rapport toujours au monde politique et tout ce qu'on peut voir dans les médias, c'est que cette association, comme d'autres, sont sur le terrain depuis toujours, et malheureusement, c'est pas avec eux que le gouvernement et certains comptent. Donc c'est pour ça qu'on en arrive toujours à faire les mêmes débats depuis 20 ou 30 ans. Parce que globalement, les politiques ne veulent pas travailler avec ces gens-là. Ça ne les intéresse pas. Tu sais pourquoi, Christophe ? Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, ils vont trouver les solutions. C'est aussi simple que ça. Les solutions, c'est de l'écoute, c'est de la discussion, de la compétence, de la connaissance, mais surtout des gens qui sont ancrés dans ces territoires. Ouais. Et les politiques, globalement, ne sont pas ancrés dans ces territoires. Ils se servent de ces territoires pour des visions électoralistes. Ça, on le sait. Il ne faut pas être naïf. Mais quand j'entends tout ce qui vient d'être dit, peut-être que je rage, si tu veux, parce que je sais que c'est des associations comme ça et des femmes comme ça, essentiellement, et surtout des femmes, parce que je le répéterai jamais assez, en banlieue, ce sont globalement des femmes qui font les choses, même s'il y a beaucoup d'hommes, mais globalement, ce sont les femmes qui sont plus sérieuses dans ce genre d'activité. Et ça me désole, parce qu'on peut trouver des réponses à tous les maux MAUX de la société française, et notamment des quartiers populaires, à travers des personnes comme ça, qui sont réellement ancrées dans notre territoire et qui ont les compétences, les facultés pour résoudre ce genre de problème. Fatima, un petit mot peut-être ? On t'a pas entendu, Fatima. Oui, bonjour à tous, merci de nous accueillir. Voilà. Oui, je vais un petit peu rebondir sur tout ce que Mariam, présidente de l'association Liberté d'agir scolaire, Toi, tu es vice-présidente, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc j'ai rejoint l'association à peu près 7 ans. Ouais. Voilà aussi, Nadir l'a très bien dit, il y a un vrai travail sur le terrain qui se fait. Il y a un accompagnement aussi après, parce que le travail est fait, mais c'est sur du long terme. C'est pas on intervient sur une intervention sur 3-4 jours et on oublie, on essaye d'accompagner les jeunes
tout au long de l'année, même parfois après le lycée, pour voir leur évolution. Mais du coup, on a, comme tu le disais, Nadir, il y a beaucoup d'associations qui sont sur le terrain et malheureusement, on nous donne pas les moyens, on nous écoute pas assez. Donc, on stagne, mais on mène et on continue le combat comme on peut. Et si je peux me permettre, Christophe, est-ce que vous avez essayé de contacter ou d'interpeller Marlène Schiappa, parce que je pense qu'elle est issue du non, mais elle est au-delà du fait que je suis critique sur pas mal de choses dans son action générale, mais elle a quand même un passif en tant que dans le domaine associatif et notamment concernant les violences faites aux femmes. Et dernièrement, c'est des choses qu'elle a quand même pu faire. Il y a eu quand même des choses qu'elle a faites, et ça, je pense qu'il ne faut pas le négliger. Mais est-ce que vous êtes amené à l'interpeller ou vous souhaitez éventuellement l'interpeller par rapport à ce que vous faites? Parce que je pense que c'est quand même une personne, entre guillemets, de bonne volonté par rapport à ce que je peux entendre. Honnêtement, on n'a pas réussi. On a essayé, mais on n'a pas réussi. Après, on la voit beaucoup sur les plateaux de télévision. Malheureusement, sur le terrain, on n'arrive pas, pour nous, à notre niveau, d'essayer de la joindre. Mais en tout cas, si elle nous entend, Marlène, on aimerait bien qu'elle nous contacte. Faut agir, Marlène. L'association s'appelle, on rappelle ? Liberté d'agir scolaire, LAS. Liberté d'agir scolaire, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup les filles d'être venues, ce fut court, intense, mais bon en tout cas, et c'est ça l'essentiel. Allez, dans un instant, on revient à la politique avec notre invité politique, un écolo, sera avec nous dans un instant. Jean-Marc Governatori sera avec nous, il est écolo et surtout candidat pour les régionales en PACA. Et puis on sera tout à l'heure aussi avec Nicolas Jeannetet pour parler des rixes entre bandes rivales, bien entendu, sur France Maghreb 2 avec Nadir Kaya, avec Emmanuel Dupuis, avec Sherazade Bimorgan qui nous parlera tout à l'heure de son sujet de politique, toujours et encore, et Philippe Bouriaki, bien entendu, sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Déjà la première heure de passer, ça passe super vite quand on est bien accompagné, j'espère que tout va bien chez vous. Et dans une heure, on rappelle Jean Castex, le Premier ministre, qui devrait annoncer des choses, ou pas d'ailleurs, on ne sait pas. En tout cas, nous faire un bilan de ce qui se passe en matière et au niveau de la pandémie, dont les chiffres a priori, et c'est ça qui est quand même incroyable, sont catastrophiques, mais sont démentis parfois par des personnels hospitaliers qui nous disent non, tout va bien, dans les hôpitaux on arrive à gérer, la situation est pour l'instant gérable. Donc on ne sait plus où on en est, on est là qu'à écouter les contradictions des politiques, des scientifiques, même des scientifiques entre eux, et Emmanuel en a parlé d'ailleurs tout à l'heure en faisant référence à ce conseil scientifique qui ne sert, on l'a compris, à rien. Voilà, 17h dans un instant, les infos, on appelle Jean-Marc Governatori, avec lui on va parler un peu écologie et on va parler aussi donc de ces régionales qui approchent à grands pas, qui seront dérouleront au mois de juin. Finalement c'est acté, ça sera le 13 juin et le 20 juin. Et d'ailleurs, pour ne trahir aucun secret, Emmanuel et Philippe, vous êtes concernés par ces régionales, je crois, mais dans des partis qui vous opposent. Voilà, mais pas sur France Maghreb 2, bien entendu. Oui, c'est ça. 17h, le rappel de l'actualité. Tout de suite, on est de retour très vite avec notre premier invité. Bonsoir à toutes et tous. Le Premier ministre Jean Castex va s'exprimer d'ici 1 heure sur la situation sanitaire préoccupante d'une dizaine de départements de métropole. Des premières mesures ont déjà été annoncées au niveau local. Nice et Dunkerque vont être reconfinés le week-end. La Moselle, quant à elle, va mettre en place dès lundi un contrôle à la frontière allemande. En cas de déplacement frontalier non professionnel, il faudra présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures pour entrer dans le département du Grand Est. Dans le même temps, la vaccination chez les médecins généralistes a débuté aujourd'hui. Ces derniers peuvent vacciner leurs patients âgés entre 50 et 64 ans s'ils sont atteints de comorbidité avec les doses d'AstraZeneca. De leur côté, les laboratoires Pfizer et BioNTech vont tester l'injection d'une 3e dose de leur vaccin en essai clinique. Ils veulent vérifier si une dose supplémentaire peut avoir un effet sur un renforcement immunitaire face aux variants du coronavirus. Pour la première fois depuis 45 ans, la natalité est en baisse en France. L'INSEE note une baisse de 13% du nombre de naissances en janvier par rapport à janvier 2020. L'Institut de statistique estime que la pandémie de Covid pourrait être liée à cette importante baisse. L'autorité de sûreté nucléaire a donné son feu vert ce matin. La durée de vie des plus vieux réacteurs de France va être rallongée de 10 ans. 8 centrales sont concernées, dont celle du Tricastin et de Chinon. Initialement prévues pour durer 40 ans, ces réacteurs pourront donc fonctionner jusqu'à 50 ans, à condition, ajoute l'ASN, qu'EDF réalise
réalisent des travaux pour assurer leur sûreté. C'était inévitable, le match de rugby France-Écosse pour le tournoi Destination prévu dimanche est reporté, une annonce qui fait suite à la détection d'un nouveau cas de Covid chez un membre du 15 de France. En football, Lille, dernier club français en lice en Ligue Europa, affrontera tout à l'heure l'Ajax Amsterdam pour le match retour des 16e de finale, coup d'envoi 18h55. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne soirée à notre écoute. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb. Le grand forum tous les jours avec vous en direct du lundi au vendredi 16h-18h avec tout de suite notre invité politique. On va direction la région PACA avec Jean-Marc Governatori. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors vous êtes le co-responsable notamment national de l'AEI qui est donc l'Alliance écologiste indépendante et vous avez formé avec plusieurs autres partis le pôle écologiste, c'est ça? Alors quel parti fait partie de ce fameux pôle, monsieur Governatori? D'une part, le premier parti écologiste français qui est Europe Écologie Les Verts. Ouais. D'autre part, CAP 21 présidé par Corinne Lepage. Ouais. Génération Écologie par Delphine Bateau, qui est donc elle aussi ancienne ministre de l'écologie. Génération S. Le mouvement des progressistes, dont le président est François Béchiot, et puis Alliance écologiste indépendante. Et je précise qu'on a créé donc là aussi la coordination écologiste, donc on est vraiment dans une opération de rassemblement très large et très fort des partis écologistes, puisqu'on a créé une coordination écologiste avec Corinne Lepage et Delphine Bateau, pour être encore plus ensemble et avoir une meilleure vision par rapport aux citoyens de notre pays. Et comment réagissent justement les cadres ou les élus, les membres d'Europe Écologie Les Verts, par exemple, à cette formation? Est-ce qu'ils réagissent bien? Est-ce qu'ils sont preneurs? Donc Europe Écologie, c'est pas le parti communiste chinois, heureusement, donc il y a différentes visions et c'est très bien. Certains pensent que c'est une étape avant le parti unifié que nous appelons tous de nos voeux entre tous nos partis écologistes. D'autres y voient un concurrent, mais la réalité, ce sont les faits, et les faits sont qu'on travaille ensemble dans la plupart des régions françaises, et encore cet après-midi, j'étais en bureau politique national avec les responsables de ces mouvements-là pour la préparation de la primaire dans la perspective de la présidentielle, parce qu'il est capital pour chaque personne qui nous écoute que l'année prochaine, nous ayons un président ou une présidente écologiste. C'est une question de vie ou de mort. Il y a maintenant urgence à changer de politique. Et grâce au pôle écologiste, nous créons les conditions pour avoir un président ou une présidente écologiste. Donc, est-ce à dire que vous soutenez monsieur Yannick Jadot? J'ai des très bonnes relations avec Yannick Jadot. Je suis quelqu'un de très loyal, donc je soutiendrai la personne qui gagnera la primaire, que ce soit Delphine Bateau, si elle est candidate, Éric Piolle, s'il est candidat. Quelle est votre préférence? Oui, déjà candidat, mais c'est clair que Yannick Jadot serait effectivement un très bon candidat. Mais quelle est votre préférence, vous, à titre personnel, monsieur Governatori? Il faut que je vois les programmes. Pour l'instant, je les ai pas encore vus. Donc, quand je les verrai, vous voulez pas vous mouiller, quoi. Dire. Ouais. Je note, et c'est important que ceux qui nous écoutent en aient bien conscience, qu'il y a une très, très grande qualité de personnes au sein des écologistes, à la fois chez les personnes de notoriété, comme Éric Piolle, Yannick Jadot, Delphine Bateau ou Corinne Lepage, mais aussi chez les anonymes. Il y a plein d'anonymes qui sont dans les partis écologistes, qui sont des gens extraordinaires et qui contribueront à la réussite de l'année prochaine. Alors, vous êtes candidat au régional en PACA. Est-ce à dire que vous allez être tête de liste? Je dirais que ça se présente bien, puisque donc je suis en finale face au chef de file d'Europe Écologie, Jean-Laurent Félicia, qui est aussi un très bon candidat. Donc nous avons 2 super CV tous les deux, donc c'est pas facile de choisir. Mais on se dit qu'au plus tard au mois de mars, les adhérents de tous les partis du pôle écolo sauront choisir celui qui représentera les mieux nos couleurs, entre Jean-Laurent Félicia et moi-même. D'accord. Alors pour présenter à nos chroniqueurs et à nos auditeurs, Emmanuel Dupuis, Nadir Kaya, Sherazade Bimorgane et Philippe Bouriaki qui sont avec nous aujourd'hui. Monsieur Governatori, vous le connaissez peut-être à travers les magasins Fly, puisque vous êtes l'ancien patron de ces magasins d'ameublement que vous avez vendus.
Effectivement, j'ai été longtemps chef d'entreprise, ce qui m'a valu d'être nommé 2 fois meilleur gestionnaire de France. Et par ailleurs, j'ai reçu le trophée de l'emploi par le ministre des PME parce que j'ai créé 400 emplois dans le Sud-Est. Mais j'étais pas que fly. En fait, j'étais aussi acteur véritable dans un groupe informatique, dans un groupe d'imprimerie, dans un groupe de communication. Alors c'est vrai que les médias ont retenu la marque fétiche qui était celle de Fly, mais en fait j'étais actif dans plusieurs types d'entreprises. Moi, ma qualité, monsieur, c'est la relation humaine. Donc en fait, je n'avais pas de compétences particulières dans l'équipement de la maison, ou dans la communication, ou dans l'informatique, ou dans l'imprimerie. Et par contre, chacun de nous a des qualités, vous, moi, chaque personne qui nous écoute. J'en ai quelques-unes. Et moi, j'ai le sens des relations humaines. Donc j'ai la capacité de faire que les gens s'investissent beaucoup pour moi parce qu'ils voient que je suis sincère, authentique, transparent. Je dis ce que je fais ce que je dis. Donc j'ai réussi très bien dans le monde de l'entreprise et je m'en sors pas trop mal dans le monde politique. Et vous êtes aussi l'auteur de pas moins de 14 livres dans lesquels d'ailleurs vous avez prédit cette catastrophe écologique et notamment également la pandémie dans l'un de ces livres. Effectivement, vous êtes bien informé, j'ai écrit 14 bouquins, dont 3 prépassés par Albert Jacquard. Il faut savoir que je fais 2000 km de train par semaine. Je suis un fan de la SNCF. D'ailleurs, je suis un peu outré quand des hommes politiques se plaignent de la SNCF, parce que 82% des trains arrivent à l'heure. Si les hommes politiques conventionnels faisaient 82% de leur programme très bien, on serait pas dans cet état-là. Et c'est vrai que dans mon livre, par exemple, Vivre c'est possible, qui est sorti en 2007, j'évoquais la pandémie qu'on connaît aujourd'hui, j'évoquais Fukushima. Vous avez surtout fait 207. J'ai la chance d'avoir du temps depuis l'an 2000, puisque moi j'ai vendu mes entreprises avant 2000. Et donc ça fait 20 ans que je passe mes heures et mes jours et mes nuits à penser à la société. Ça me plaît, c'est mon dada, je dirais. Alors dans ce livre... Et donc je regarde, ma vie, c'est regarder des documentaires, c'est lire, écouter. Et donc j'ai bâti un projet de société écologiste qui tient la route. Dans ce livre d'ailleurs auquel vous faites référence, Vivre c'est possible, vous avez fait pas moins de 207 propositions fortes d'ailleurs pour allier justement l'écologisme, le social et l'économie. 207 propositions, voilà, vous êtes dans le concret quoi. Dont certaines qui ont été reprises, dont par exemple le Nutri-Score que vous voyez aujourd'hui et qui est appliqué sur certains produits alimentaires, c'est moi qui ai lancé l'idée en l'an 2001. Et puis qu'il est écrit en l'an 2006 quand j'ai écrit le livre qui est lui sorti en 2007. Mais effectivement, je pense que le rôle du politique, c'est d'une part faire de la pédagogie et d'autre part créer les conditions pour une qualité de vie parfaite de tout le monde, mais créer les conditions, parce qu'après chacun prend ses responsabilités. Et c'est très important de faire de la pédagogie. Donc pour moi, c'est capital que ce soit obligatoire que sur chaque produit vendu, celui qui achète, il sache ce qu'il achète. Après, il prend ses responsabilités. Et puis, on vous connaît aussi du côté de Nice, puisque vous avez fait un très très bon score face à Estrosi notamment. Vous avez fait quoi, 20%? Vous êtes arrivé 3e, c'est ça? J'ai fait 19,5%, qui est le meilleur score de France en liste 100% écolo, parce que nous n'avions le soutien de aucun parti conventionnel. Et donc effectivement, j'avais une super équipe. Ma numéro 2, qui était en fait la numéro 1 bis, Juliette Chénal-Leroux d'Europe Écologie, a fait un super boulot. Et tous les colistiers se sont vraiment beaucoup investis. Et c'est vrai qu'on a fait un score incroyable parce que aux européennes, par exemple, où nous avons fait un score historique sur la liste de Yannick Jadot, dont j'étais le délégué végétarien, sur les 40 villes de plus de 100 000 habitants, Nice était 39e et Toulon était 40e. PACA vote très peu écologiste. Et malgré tout, on a fait le meilleur score de France au municipal à Nice, en liste 100% écolo, pour une commune de plus de 10 000 habitants. C'est pas rien. Alors, Emmanuel Dupuy, Nadir, Philippe et Sherazade. Tiens, Emmanuel, question pour monsieur Gouvernatori, Jean-Marc, de son prénom. Moi, j'ai pas de question, on n'est pas sur la même ligne politique. Ça n'empêche pas. Il a fait des propositions dans son livre. 207, Emmanuel. Oui, très bien, mais j'ai pas eu la chance de lire l'ouvrage de Pierre Gouvernatori. Par contre, j'ai eu la chance de lire et le plaisir de lire l'ouvrage de Pierre Rabhi. Et moi, j'aime bien ces personnalités un petit peu différentes qui font de l'écologie. Il se trouve que je connais bien Corinne Lepage puisque j'ai fait sa campagne en 2007. Et pourquoi je dis ça? Parce que je viens, moi, du radicalisme de gauche, et où il y a eu aussi des écologistes. Je rappelle que l'ancien maire de La Rochelle, Michel Crépeau, était un écologiste avant l'heure, avant qu'il y ait cette montée de l'écologie. Et moi, j'aime bien l'idée selon laquelle l'écologie ne soit pas prise dans des mailles politiques.
L'écologie est à droite, est à gauche, dans tous les partis politiques. Moi, j'ai été un des membres fondateurs de l'UDI. Je rappelle que nous avons aussi des écologistes chez les centristes. Serge Pelletier, l'ancien maire de Bourges. Bien sûr, Jean-Louis Borloo. Et nous avons au sein de ma famille politique des centristes, un certain nombre de personnalités. Je pense notamment à mon ami Mireille Benedetti, vice-présidente de la région du Grand Sud. Mais c'est un peu tendance d'être écolo en ce moment, non, pour tous les partis, non ? Non, c'est là où je veux en venir. Donc, je n'ai pas de questions particulières à M. Governatori. Moi-même étant, comme vous le savez, activement impliqué dans la vie politique francilienne, juste un témoignage en disant que l'écologie se grandit quand elle est perçue un petit peu comme on l'a eu en Allemagne, avec cette volonté de faire partie potentiellement de coalitions et donc de participer aux activités gouvernementales. Elle a été précédemment. Elle se grandit quand on ne rentre pas dans des logiques d'extrémisme idéologique. Elle se grandit aussi quand des personnalités différentes de la politique rentrent dans des structures. J'avais évidemment connaissance de l'agence écologiste indépendante, puisque j'ai eu le plaisir de faire une émission récemment avec M. Rachid Mokrane, qui, je crois, est membre de cette alliance écologiste indépendante. Donc voilà, juste un témoignage. Mais moi-même, j'ai eu cette expérience, puisque Corinne Lepage était venue me chercher en 2007, avec un certain nombre. Elle est venue te chercher. Elle t'a trouvé, donc. Oui, parce que j'avais fait la campagne de Jean-Pierre Chevènement juste avant. Ah oui. Et donc l'idée selon laquelle il puisse y avoir un pôle écologiste humaniste avec la prise en compte non seulement des problèmes écologistes ou de l'écologie politique, mais aussi des problèmes politiques et sociaux de la vie de la cité, fait que l'écologie n'est pas une idéologie, ce n'est pas un parti politique, mais c'est quelque chose qui doit transcender la vie politique, une référence. Et je crois qu'effectivement, il est important d'avoir un courant idéologique fort, mais encore une fois, qui ne se situe pas dans une logique de complément de ce que sont les partis en perte de vitesse. Voilà pour ce témoignage. Emmanuel Dupuis, donc Monsieur Governatori, peut-être quelque chose à rajouter sur ce que vient de dire Emmanuel Dupuis ? Disons qu'un scoop, samedi, ce sera le jour de la fusion entre le parti de Corinne Lepage de Cap 21 et celui dont je suis le co-secrétaire national Alliance écologiste avec la députée Caroline Rose et Ghislain Widozinski de Reims. Et samedi, nous fusionnons nos deux mouvements. Et samedi, nous donnerons à la presse et à vous-même donc le nouveau nom de notre nouveau mouvement politique. Et parce que nous ne ferons qu'un, et ce nouveau mouvement politique sera coprésidé par Corinne Lepage et moi-même. Voilà Emmanuel, te voilà. Dernier point, oui, c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Il faut qu'on sorte en France de l'idée selon laquelle les petits partis sont au mieux des grands think tanks ou des grosses associations, et que je crois qu'il faut être divers dans l'offre politique. On est en France, encore une fois, pris dans cette logique de la centralisation, de l'hyper-déterminisme politique, et quand on voit qu'en Europe, je pense notamment à l'Allemagne et l'Italie que je connais bien, avec leurs écueils, évidemment. Il y a une régénération de la vie politique à travers cette logique de fusion, de création de partis. Je me réjouis que des partis arrivent enfin à trouver des atomes crochus. Je fais un petit peu de pub, c'est ce qu'on avait effectivement pensé quand on a créé l'Union des démocrates et indépendants, rassemblement de toutes les familles centristes, social-libérales ou démocrates chrétiennes en 2012. Ça n'a pas duré très longtemps, hélas. Philippe Boriaki, question à Monsieur Governatori. Jean-Marc qui est avec nous aujourd'hui, candidat au régional en PACA. Alors, excuse-moi Christophe, déjà, bonjour Jean-Marc. J'ai pas de question, bonjour. Moi Jean-Marc est bien plus qu'une personne que je respecte, c'est quelqu'un que j'admire parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas et je vais les dévoiler aujourd'hui. C'est un ami, Jean-Marc, c'est un ami. Nous, à chaque fois que les Orlésiens l'ont sollicité, il a toujours répondu présent. Mais Jean-Marc, il est de cette écologie pragmatique, il est de cette écologie qui fédère. Alors, petit parti la UI, non, parce que quand tu as un parti qui aux européennes fait 4%, qui au régional fait un score relativement plus important, je parle de 2009-2010, c'est plus un petit parti, c'est un parti qui compte réellement. Jean-Marc a dans une nébuleuse qui le soutient, la force 100% éco-citoyenne qui rassemble les quartiers qui se verdissent. Il y a aussi le mouvement citoyen pour la protection des animaux, bien avant les animalistes. Il est de ceux qui ne font pas de la politique pour en faire carrière. Il le dit pas parce qu'il est modeste, mais moi je le dis quand il a vendu Fly, il a fait une belle affaire en la vendant. Il a gagné des sous, mais il a énormément cravaché et je peux t'assurer que le personnel... C'est pour ça que c'est ton ami d'ailleurs, parce qu'il a gagné des sous.
Ouais, évidemment. Tu sais, moi, je descends des Saoud, donc je crois que je n'ai besoin de personne au niveau de finances. Mais blague à part, ce que vous savez pas, c'est qu'une partie en tout cas, une grande partie de l'argent qu'il a gagné sur son front est au risque qu'il a pris en traitant le personnel de manière sociale. C'est-à-dire que vous aviez pas quand Jean-Marc était le patron des différentes enseignes qu'il avait, il n'y avait pas de mouvement social ou de protestation. Les syndicalistes, au contraire, il les poussait à demander un petit peu plus. C'est juste extraordinaire, quoi. Il a écrit des livres extraordinaires comme Un diamant à 8 facettes. Il a écrit, tu l'as dit, ce magnifique livre où je me rappelle, moi, à l'époque, où les critiques lui disaient « Mais attendez, monsieur, qu'est-ce que vous nous racontez en déforestant, en rasant des forêts, on va se retrouver avec des maladies inconnues, voire des pandémies, mais vous êtes un rigolo. » Et il l'a dit avant tout le monde. Et les 207 propositions dans ce magnifique livre que je vous invite à lire, Vivre, c'est possible, vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Il a aussi écrit un ouvrage qui est magnifique, qui s'appelle Politique écologique égale plein d'emplois. Vraiment, il est précurseur. Et quand je vous dis qu'il investit une grande partie de ses revenus qu'il a gagnés dans le développement urbain, écologique et sociétal, c'est une réalité. Je ne suis pas là en train de cirer les pompes. Tu me connais, Christophe. Ouais. Ça a beau être un écolo. Quoi, en fait, c'est l'abbé Pierre des écolos, quoi. C'est un raccourci. Oui, c'est un raccourci, je te l'accorde. Jean-Marc, il a 64 ans. Oui. Il n'a pas besoin de notoriété, quoi que ce soit. Il est connu, il est apprécié dans le monde écolo, il est respecté pour tout ce qu'il a fait. Et ce qu'il le fait, il le fait par passion. Il le fait plus pour lui parce qu'il te dit je suis plus près de la tombe que de la naissance. Mais j'ai une obligation. Il peut encore bénéficier du vaccin AstraZeneca. Hein. C'est bien. Oui, on lui demandera s'il accepte. Ah bon? Vous êtes anti-vaccin, monsieur Guvernatori? Pas du tout, je suis pour la liberté vaccinale. Ceux qui veulent se faire vacciner le font. Ceux qui ne veulent pas le font pas. Mais si vous voulez pas vous faire vacciner, il faut bien sûr cultiver une bonne santé, c'est-à-dire pratiquer une activité physique quotidienne, pas de cigarettes, peu d'alcool, un bol alimentaire raisonnable, éviter les pollutions, bien dormir la nuit. Pas de viande, auquel cas vous avez un très bon système immunitaire et auquel cas vous n'avez pas besoin de vaccin. Bon, très bien. Mais je ne suis pas anti-vaccin, je suis pour la liberté vaccinale. Oui, d'accord. On rappelle d'ailleurs qu'à partir d'aujourd'hui, les médecins peuvent vacciner leurs patients avec ce fameux vaccin AstraZeneca pour les personnes à risque entre 50 et 64 ans, parce qu'au-delà de 65 ans, c'est pas efficace. Hein, voilà, autant vous le dire tout de suite. Je sais pas si Nadir, t'avais une. Non, moi, Christophe. Attends, bouge pas. Philippe veut conclure, bouge pas. Voilà. Je suis pas spécialiste de l'écologie, mais moi. Attends, Nadir, bouge pas. Il y a Philippe qui veut juste conclure. Vas-y. Je conclurai sur 2 beaux livres. Le bordel. Où il annonce un autre monde est possible et il est rayé le possible en disant indispensable pour signifier l'urgence de la crise sanitaire et de la crise écologique, et puis celui de la France éclairée. Donc voilà, moi je n'ai qu'un mot à dire, je suis fier de faire campagne auprès de Jean-Marc, je le dis, c'est bien plus qu'un ami, c'est un modèle et on devrait quand même l'écouter plus souvent et j'espère qu'il soutiendra mon candidat qui s'appelle Yannick Jadot. Voilà, allez, Nadir, rapidement. Un très bon candidat. Nadir, rapidement. Rapidement, c'est difficile. Ah oui, mais non, mais oui, mais je dis, moi, je suis pas écologiste, mais c'est vrai qu'on devrait tous l'être naturellement parce qu'on a intérêt à vivre dans un milieu sain et faire attention à ce qu'on mange et comment on vit. Mais moi, ce qui me désole, c'est qu'en fin de compte, j'ai l'impression que c'est un effet de mode parce que politiquement, c'est utilisé. On le voit depuis ces dernières années. Il y a eu l'inspiration allemande, même si aujourd'hui, ils sont de moins en moins écolos parce que il s'avère que politiquement, c'est pas si productif que ça. Moi, ce qui me désole, en fin de compte, c'est toujours pareil. C'est qu'il faut passer par des pics politiques et du buzz pour faire croire qu'il faut absolument être écolo et que ça va changer les choses. C'est plus compliqué que ça. Ouais. Bien sûr qu'il faut de l'écologie, notamment dans le milieu politique pour rééquilibrer les débats. Mais c'est toujours pareil. C'est toujours une prise de conscience des citoyens de façon générale. Merci, monsieur Guvernatori, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Jean-Marc Guvernatori. À très bientôt. Merci. Christophe, j'espère que mes camarades de PACA choisiront Jean-Marc pour conduire la liste. On verra, j'espère aussi pour lui. Regardez politique écologie, lire politique écologique égale plein d'emplois de Jean-Marc Guvernatori, tu vas être vraiment surpris. Et nous, on n'est pas écologiste depuis hier, Jean-Marc est écologiste depuis 40 ans. Très bien, c'est comme nous, on fait pas de la radio depuis hier. Restez avec nous dans un instant, avec Sherazade, tiens, on va parler dans un instant de politique et puis on va parler de notre sujet à la une d'Erix. Entre bandes rivales, je passe un grand bonjour à Amokran et Christian qui sont sur la route. Bonne route les gars, à tout de suite.
Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est le LGF, le grand forum. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. On est bien, c'est jeudi. Et avec aujourd'hui Emmanuel Dupuis, avec Nadir Kaya, avec Philippe Bouriecki, avec Sherazade Bimorgan et même Lupo d'ailleurs qui nous accompagne et qui fait son petit malin de temps en temps. Bon, on va parler d'un sujet très grave, les enfants, puisque on va parler de ces fameux RICS. Philippe, qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Tu m'as appelé? Il y a des sorades derrière toi là. Ah oui, je sais pas. Sherazade, qu'est-ce qui se passe? T'es chez les islamistes ou quoi, Sherazade, là-haut? Calme-toi un petit peu. Voilà, merci. Non, excusez-moi, effectivement. Je plaisante, hein, évidemment. Attention, ne prenez pas au premier degré ce que je dis, parce que sinon, je vais avoir Daesh sur le dos. Sinon, c'était pour vous dire quoi? Pour vous parler des RICS, évidemment. C'est un phénomène qu'on évoque régulièrement. Et c'est encore revenu dans l'actualité de manière assez triste cette semaine, et en particulier dans l'Essonne, avec dans le 91 bien sûr, ce beau département qu'est l'Essonne, avec donc deux jeunes qui sont morts de 13 et 14 ans dans deux villes différentes, une jeune fille de 13 ans et un jeune garçon de 14 ans, tous les deux poignardés. Notamment à Boussy-Saint-Antoine, des rixes entre bandes rivales qui sont en forte augmentation. Et on en avait parlé avec monsieur Nicolas Jeannetet qui est avec nous. Bonsoir monsieur Nicolas Jeannetet. Bonsoir à tous. Nicolas Jeannetet qui est conseiller de Paris, délégué à la sécurité dans le 15e. Conseiller s'écrit bien avec ER évidemment. Non, parce que je dis ça, j'ai fait une board sur Twitter hier. C'est pour ça. Et donc, Nicolas Jeannetet, on avait évoqué avec vous l'affaire Youri, qui avait fait aussi grand bruit dans l'actualité dans le 15e arrondissement. D'abord, avant de parler d'Erix, où en est cette affaire? Où en est Youri? Va-t-il mieux aujourd'hui? Ah ben Youri est sorti de l'hôpital, il va beaucoup mieux. Il a même été entendu aujourd'hui par le juge. Ouais. C'était sa première audition. Voilà, il va mieux. Il est encore fragile, mais il va mieux, oui. Très bien. Justement, vous aviez évoqué à l'antenne des décisions à prendre en urgence par la ville de Paris, par votre arrondissement, concernant ces phénomènes de bandes rivales qui s'affrontent. Je ne sais pas si c'est très présent dans le 15e, d'abord, monsieur Jeannetet. Oui, mais c'est présent dans le 15e, c'est présent à Paris, comme c'est présent dans toute l'Île-de-France. De toute façon, et dans tout le territoire. C'est pas un phénomène nouveau. Ouais. C'est un phénomène qui existe depuis les années 60, même bien avant. Exactement. Aujourd'hui, en gros, en Île-de-France, je dirais qu'il y a une RICS tous les 2 ou 3 jours. À Paris, il y en a, et encore, les RICS qui sont aujourd'hui répertoriés. C'est-à-dire les RICS où il y a une intervention de la police. Il y a beaucoup de RICS où il n'y a pas d'intervention de la police et qui se finissent sans médiatisation, sans rien. Alors, on va rappeler ce qu'est une RICS. Partout, mais ça a toujours existé. On va rappeler qu'est-ce qu'une RICS. En fait, ce sont deux bandes d'endroits différents, de deux territoires différents qui se donnent rendez-vous pour se taper dessus. Alors, ils se tapent pas avec des poings et des coups de pied. Ils viennent tout à fait armés, couteaux et tout objet, bien entendu, mortel, hein, tout simplement, des armes dont ils ont en possession. Et ils s'affrontent, effectivement. Ça se passe à Paris, comme ça se passe partout ailleurs. Il y a un chiffre qui m'a, moi, consterné. Ce chiffre de 150 RICS pour l'année 2020, ce qui représente quasiment un jour sur deux. C'est ce que je viens de dire. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. C'est quand même impressionnant. Et rien que pour l'Essonne, quand même, l'Essonne qui est fortement touchée. Alors pourquoi, on ne sait pas, mais l'Essonne est particulièrement touchée, avec pas moins de 99 RICS enregistrés pour l'année 2020. On était à 55 pour l'année 2019. Vous l'avez compris, ce phénomène est en forte croissance. Alors, on va demander l'avis à Nadir Kaya, le président de Banlieue Plus et nos quartiers. Les RICS entre bandes rivales, Nadir, ça te parle? C'est aussi un phénomène dans les quartiers? C'est un phénomène, Christophe. Moi, ce qui me désole encore une fois, c'est toujours pareil, surtout face à ces politiques, c'est que ça a toujours existé dans les quartiers populaires. Moi, je fais partie d'une génération qui avait des grands frères qui étaient déjà dans ce qu'on appelait les blousons noirs. Donc, il y avait des accrochements déjà au couteau à l'époque entre les grands, et ces bandes rivales existaient déjà, et elles existent encore, et elles existeront encore parce que c'est un phénomène social. Donc maintenant, c'est toujours pareil. Faire des émissions, traiter le sujet, c'est très bien, mais l'idéal, c'est toujours pareil, c'est de trouver des solutions. Mais le problème, c'est que les politiciens, de façon générale, ne veulent pas trouver de solution. Moi, je suis d'avis à dire... Darmanin est impuissant ?
il est impuissant parce que ça ne l'intéresse pas. Là, il buzz parce que j'ai vu encore. Il s'en prend aux parents, lui. Non, mais c'est pas que lui. Il y avait Valls précédemment. Il y a toujours eu des ministres de l'Intérieur qui sont impuissants parce que ça ne les intéresse pas. Ouais. Ils font croire à l'opinion publique qu'ils agissent, donc ils font croire que tout est dans le répressif. Donc on va mettre plus de policiers. On l'a vu à Marseille, c'est du pipeau. Il y a rien eu et ça continue à Marseille. Donc ils sont toujours dans une réaction émotionnelle, un peu comme certains en banlieue, et ils veulent faire du buzz pour faire croire à l'opinion publique qu'ils agissent, mais concrètement ils agissent pas parce que ça ne les intéresse pas. Les quartiers populaires, c'est pas leur lieu de vie, ils ne vivent pas là-bas. Et donc aujourd'hui, ce phénomène existe et continuera à exister tant qu'on ne traite pas le problème de façon générale et de façon globale. Monsieur Jeannetey, Nicolas Jeannetey. Attention, ne pas tout confondre, il y a RICS et RICS. Oui. Il y a à Marseille, les RICS qui ont lieu sont en général des RICS avec des enjeux de trafic de drogue. Là, les RICS qui ont lieu aujourd'hui, que ce soit dans le 15e, qui est quartier tranquille, plutôt bourgeois, populaire, mais qui n'est pas un quartier de banlieue, il n'y a pas d'enjeu de trafic de drogue, il n'y a pas d'enjeu communautaire, il n'y a pas d'enjeu de racisme, il n'y a même pas non plus de conquête de territoire à reprendre. C'est simplement des bagarres entre jeunes avec des prétextes souvent totalement dérisoires. Des jeunes qui ont envie de faire parler d'un clan, d'un groupe. Tous les prétextes sont bons. Ouais. Une moquerie sur Snapchat ou sur TikTok, et hop, on forme une bande si elle n'est pas formée, si elle a déjà lieu, ou le groupe, et hop, on se donne rendez-vous pour se bagarrer. Une embrouille sur la bande d'un scooter, et hop, on forme une bande, et après, on se donne rendez-vous sur une dalle. Mais comment peut-on lutter, Monsieur Jeannetey, comment peut-on lutter, justement? Quelles sont les propositions fortes? Parce qu'on a l'impression, finalement, que l'exécutif, ou en tout cas les politiques, sont quand même désarmés face à ce phénomène qui est grandissant. La chose la plus importante, c'est la prévention. Oui, il faut détecter, et ça, c'est les éducateurs, les médiateurs, c'est les milieux associatifs. Oui. Il faut détecter très en amont le jeune qui est en rupture avec le milieu scolaire ou avec sa famille. Parce que, en fait, tout vient du meneur. Le meneur, en général, n'est pas le meilleur élève à l'école. Il se retrouve en essayant de former une bande, il retrouve une reconnaissance qu'il n'a pas justement à l'école. Donc la prévention est très 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 importante. Alors, il y a, je le répète, les éducateurs, les médiateurs, il y a nous, on l'a lancé dans le 15e et on va le continuer, on va les doubler, ce qu'on appelle des bootcamps. C'est-à-dire on prend les deux, on a déjà fait entre les quartiers d'Issy-les-Moulineaux et les quartiers du 15e, on prend deux quartiers soi-disant rivaux, et pendant une semaine, on les met dans des camps culturels, sportifs, etc. Et on apprend à se faire connaître et à se connaître entre eux. Ça, mais la prévention c'est vraiment ce qu'il y a de prioritaire, bien évidemment. Mais il n'y en a pas assez. Monsieur a raison de le dire. Nous, dans le 15e, 240 000 habitants, c'est-à-dire l'équivalent de Bordeaux, on a 10 éducateurs de rue. Il y a des associations. 10 éducateurs de rue. C'est bien sûr pas. Il faut mettre beaucoup plus d'argent sur la prévention. Et après, alors il y a les sanctions, si vous voulez, on peut en parler maintenant, mais après, il y a la sanction. La sanction, elle doit d'ailleurs avoir lieu dès l'école, dès le plus jeune âge. Parce que il n'y a plus de sanctions dans la famille. On s'aperçoit aujourd'hui que la plupart de ces enfants sont des familles monoparentales. À notre époque, quand on faisait une connerie, on rentrait chez nous, on se prenait une bonne claque par le père, on se faisait mettre au lit, pas de dîner, et puis on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, je l'ai vu avec les parents, même la mère de Yuri, que j'ai au téléphone tous les jours, qui s'était étonné que son enfant fasse partie d'un groupe ou d'une bande. Donc, tout est aujourd'hui un peu secret, on est dans des familles monoparentales, et bien évidemment, il n'y a pas de sanction par la famille, et donc la sanction doit aller très vite à l'école. Alors après, il y a des sanctions, je dirais, judiciaires. Alors là, on est monté d'un cran, vous l'avez vu. Déjà, il y a l'affaire Yuri, il n'y a pas eu de meurtre, mais on est déjà sur des tentatives d'assassinat. C'est-à-dire que les gamins vont passer en cour d'assises. Bon, sur l'Essonne, il y a eu meurtre. Mais enfin, pareil, ces gamins vont passer en cour d'assises. Donc, il y a mort quand même, monsieur Jeannetey. Il y a mort de deux adolescents, jeunes adolescents. Bien sûr. Bon, mais même dans l'affaire Yuri, il n'y a pas eu meurtre, mais ça a été qualifié en tentative d'assassinat. Bah oui. Et puis après, il y a des mesures qu'il faut absolument mettre en place. Bon, les travaux d'intérêt généraux qui sont jamais réalisés, l'interdiction de paraître sur un territoire qui n'est jamais décidé par le juge. C'est-à-dire qu'un gamin, on l'interdit pendant 3 mois de venir sur tel terrain, dans telle ville, parce que interdiction de paraître. Et puis, moi, on en avait parlé la dernière fois à l'antenne, je proposais d'autres mesures, comme le rappel à l'ordre
par un élu de la République, c'est-à-dire entre le rappel à l'ordre de l'assistance sociale, dont en général les jeunes sont fous, et le rappel à l'ordre devant le commissaire de police, il y a un rappel à l'ordre dans le bureau du maire. Moi, j'ai reçu quelquefois des familles, ils viennent à la mairie du 15e, ils montent les marches de la mairie, ils ont rendez-vous avec le maire ou l'adjoint, ils ont un peu les chocottes, ils sont avec les parents. On est entre les deux. Voilà, il y a plein de mesures et de sanctions possibles. Bon, Nadir, quand t'entends ça, Non, mais j'entends le discours, il est intéressant, mais c'est pas ce qui va dans les causes maintenant. Là, on est toujours dans les conséquences. À un moment donné, il faut aller aux causes. Les vraies causes politiquement, c'est que on a eu une politique de verticalité en France au niveau de l'urbanisme. Maintenant, il faut aller sur une politique horizontale. Il faut pas simplement désenclaver ou casser quelques barres. Il faut arrêter de construire. Comment ? T'étais bon en géométrie ? J'ai fait un peu d'architecture, un peu de dessin, donc je peux parler un peu d'urbanisme. Mais en France, il y a un vrai problème au niveau national sur l'urbanisme. On a fait des hyper villes avec des quartiers comme pas possible. Donc aujourd'hui, le vrai problème, c'est d'arrêter de penser comme ça, politiquement et au niveau de l'urbanisme. Il faut casser tous les ghettos. Il faut revenir à une vraie mixité sociale comme la loi est censée nous le garantir. Ce n'est pas le cas en France. On a des maires qui sont extrêmement racistes et qui préfèrent payer une amende, et on va se dire les choses franchement, que d'avoir des Noirs et des Arabes dans leur ville. Et ça, c'est une réalité et une spécificité française. Donc tant qu'on continue à dire oui, on va mettre des pansements sur ce genre de problèmes qui sont des problèmes sociétals et aussi de discrimination face à certains Français qui dérangent. On met pas des problèmes, quoi. On met des pansements pour cicatriser. Oui, et je t'ai dit, c'est un vrai travail de fond. Ouais. Mais là aussi, les politiques, ça ne les intéresse pas parce qu'ils ne vivent pas dans nos quartiers. Il y a un phénomène important aussi qu'il faut signaler, Emmanuel aussi, c'est que ces RICS, qui n'existent pas d'aujourd'hui, mais ce qui est un phénomène nouveau, c'est que c'est de plus en plus jeune. C'est-à-dire qu'avant les RICS existaient, mais c'était surtout très violent. Et surtout de plus en plus violente, c'est vrai. Mais à l'époque, c'était, je suis pas d'accord. C'était ce qu'on peut appeler les grands frères, c'est-à-dire, tu l'as dit toi-même. Non, si, on a 17, 18 ans, maintenant on est à 13, 14 ans. Oui, mais ça tourne. Non, mais on peut dire ça comme ça parce qu'après il y a le phénomène des réseaux sociaux, donc ça nous fait croire que c'est comme ça et que c'est nouveau. Non, moi j'ai le souvenir de personnes très jeunes qui faisaient des coups, des violences, et tout en étant très jeunes. Et non, je te dis que c'est simplement le fait qu'on zoome sur ça aujourd'hui, et ça donne cette impression-là. Quand on vit dans les quartiers, on sait très bien qu'il y a des jeunes dans les quartiers à 12-13 ans qui peuvent être extrêmement violents. Et est-ce que c'est la faute des parents, comme le dit Darmanin? Est-ce que c'est les parents qui sont à mettre en cause? Est-ce que c'est les parents qui sont responsables, messieurs? Les parents, je viens de le dire à l'instant, il n'y a plus vraiment de famille. 90% aujourd'hui, même moi, je suis un monoparental, j'ai mon fils tout seul. On est tous maintenant tous des familles monoparentales. Et effectivement, on rentre tard le soir du boulot, le gamin est souvent rentré avant, il est tout seul devant la télé, il est devant des jeux extrêmement violents, devant des vidéos extrêmement violentes. Et bien évidemment, ça aide à tout ça. Emmanuel, qu'est-ce que t'en penses? Oui, alors bon, déjà il faut se féliciter qu'il y ait quand même quelques élus qui ont pleinement conscience du phénomène. Et je rends hommage à Nicolas qui s'est impliqué personnellement, et ça lui a coûté quelques critiques, des critiques assez violentes du reste, en évoquant le fait qu'il n'y a pas de fatalité. C'est un ami de la fachosphère, par exemple. C'est devenu un ami de la fachosphère et il a résisté avec beaucoup encore, vous n'avez pas été traité d'islamiste, vous avez eu de la chance. Beaucoup de dignité et beaucoup d'intelligence. Donc il faut quand même avoir l'esprit qu'il y a un certain nombre d'élus qui prennent pleinement conscience du phénomène. À Paris, il y a un problème qui est un problème structurel. Il est supposé y avoir un plan anti-RICS au niveau de la ville de Paris. Pourtant, les maires d'arrondissement sont fort dépourvus. Ça a été rappelé par Nicolas, 10 éducateurs pour 240 000 habitants. C'est vraiment pas assez. À un moment ou à un autre, oui, mais ça revient... Là, je fais la jonction avec ce qu'a dit Nadir. De nouveau, on est dans une forme d'hypercentralisation. On a une sorte d'ordonnancement juridique que l'on veut appliquer partout sans tenir compte de la réalité des territoires, sans tenir compte de ce que les élus, sans tenir compte de l'homogénéité, de l'hétérogénéité territoriale. Tout est vrai et tout est lié, et donc c'est un problème purement démocratique aussi. Quand on n'écoute pas les éducateurs, qu'on ne leur donne pas les moyens, mais ça c'est un autre problème. Quand on n'écoute pas ceux qui sont au cœur des problèmes, celui-ci comme d'autres, on a effectivement un vrai problème qui consiste à dire que le ministre de l'Intérieur va dire que lui a la solution de manière nationale, encore une fois, hyper concentrique, alors que parfois il y a des réalités rurales, et on le voit bien avec l'Essonne, qui sont peut-être différentes de celles du 15e, et je crois qu'il faut entendre ceux qui sont au cœur du dispositif. Les quartiers difficiles en Essonne, hein. Je rajoute un point quand même qui est important. On a évidemment parlé du rappel à la loi, et c'est vrai que ce qu'a proposé Nicolas
et ce qu'a appliqué Nicolas Jeannetet dans le 15e est tout à fait intéressant. Il y a aussi une autre idée, c'est qu'on doit aussi utiliser l'école pour conscientiser, si j'ose dire, les principales victimes et ceux qui sont en accusation, avec tout ce qu'on peut imaginer en comparant le principe des causes nationales. Moi, j'avais, à l'époque, il y a à peu près une dizaine d'années, rendu un rapport avec un parlementaire au président de la République pour essayer de dire qu'on a plein de causes nationales. C'est Sarkozy. La lutte contre... Oui, c'était Nicolas Sarkozy. Oui. Merci de le rappeler, mais peu importe. Il a été président quand même, faut le rappeler. Il a été président. Mais on avait, dans le cadre de ce débat, je termine une phrase, après je donne la parole à Nicolas, on avait listé toutes les causes nationales. La lutte contre l'obésité, la vigilance évidemment sur les discriminations. Enfin, il y a plein de causes nationales. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas faire en sorte qu'il y ait au moins une journée ou une demi-journée pour que le corps enseignant, le corps éducatif dans son acception la plus large. Moi, j'aime bien cette idée que vous avez développée, mesdemoiselles, sur l'idée qu'il y a un parcours de vie qui n'est pas forcément un parcours éducatif ou un parcours scolaire. Ça, c'est très important. Mais je crois que cette question est une question qui nous ramène à tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, à savoir qu'on a sans doute la volonté de mettre un sparadrap sur une jambe de bois, comme on a coutume de le dire, mais quand même, il faut prendre conscience que c'est un phénomène qui touche maintenant tous les territoires, pas seulement l'Île-de-France. J'ai bien compris que maintenant, autour de Lyon, il y avait aussi cette revendication de l'identité territoriale, ou Marcel, comme ça a été évoqué. Je reviendrai... Pardon ? Oui, Val-de-Marne, non, mais bien sûr, le département de l'Île-de-France. Non, mais pas seulement l'Île-de-France. Et c'est là où je veux en finir et terminer. Il y a une volonté aussi de reterritorialisation de jeunes ou de moins jeunes en perte d'identité. Et ça remet en cause aussi l'idée que c'est un phénomène purement urbain. Je peux vous dire, vivant par intermittence chez mes parents, dans les milieux ruraux, il y a aussi ce phénomène d'attraction entre tracteurs, entre villages, tracteurs, c'est ça. Vous disputez le territoire, peut-être pas entre champs, peut-être pas entre tracteurs, mais mes parents vivent dans une région, dans un département qui est parfaitement, parfaitement quoi ? Parfaitement doté économiquement et en infrastructure, et pourtant il y a ce phénomène, cette volonté de rassemblement et d'identité. Et je termine d'une phrase. C'était la guerre des boutons d'ailleurs à l'époque. Ça veut dire que il y a une volonté de remplacer ce qui n'existe plus. Et quand l'élu n'a plus l'autorité, quand les parents sont parfois en perte de volonté ou de capacité de transmettre l'autorité, eh ben les jeunes ou quiconque, c'est un phénomène social, et un phénomène social et sociétal, essaye de trouver d'autres repères. Oui, mais avant de vous redonner la parole, monsieur Jeannetet, Sherazade Bimorgan, là on parle quand même de gamins qui sont morts, d'accord, de 13 ans et 14 ans, une jeune fille qui a voulu s'interposer, qui a pris un coup de couteau dans le ventre, le lendemain à Boussy-Saint-Antoine dans l'Essonne, c'est un gamin de 14 ans qui est mort là aussi, poignardé. Là quand même, il serait peut-être temps qu'on fasse quelque chose, que les politiques se bougent, que voilà, qu'on fasse quelque chose, qu'on agisse clairement. Sherazade, concernant ces rixes. Oui, c'est extrêmement grave. Ces histoires, elles sont extrêmement graves. Après, je pense pas qu'on trouvera une solution tout de suite ou directement, mais je pense que déjà pour trouver une solution, il faut prendre différents angles de vue. Donc il y a, je ne sais pas qui a parlé, mais de la prévention. Ça c'est un angle sur lequel justement on pourrait travailler pour prévenir, pour détecter. Et ensuite après il y a bien évidemment les causes en fait. Qu'est-ce qui pousse ces personnes-là en fait à se retirer, agir ainsi, etc. Et par la suite punir les conséquences. Mais il y a différents... Je saurais pas vous dire une solution, mais je pense qu'il faut vraiment prendre tous les propositions qui ont été faites et tous les angles et étudier. Et oui, mais c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que tout le monde propose, mais personne ne. Enfin, je veux dire, concrètement, ça donne pas grand-chose sur le terrain. Non, je reviendrai sur ce qu'a dit Emmanuel Dupuis, c'est très important. En fait, il faut vraiment prendre ça comme chaque petite solution. En fait, c'est pas juste une solution. Il n'y a pas uniquement en fait que la prévention, et c'est sûr, voilà, une fois que tous les professeurs, les animateurs, les médiateurs, etc. auront détecté, déjà ils peuvent détecter quelque chose qui au final s'avère complètement faux. C'est pas justement uniquement cet angle. Alors... C'est aussi qu'est-ce qui cause en fait
ces personnes à faire ça. Il y a également l'éducation. On a parlé de monoparental, mais même ceux qui ont des parents qui sont très très bien, qui ont donné une bonne éducation autre. C'est vrai. Il y a aussi ce côté de l'éducation. Il y a le côté bien évidemment scolaire, fréquentation, environnement, côté au niveau des politiques. Est-ce que voilà, il y a des villes, par exemple, le gamin, il a rien à faire, mais il y a énormément d'activités sportives qui ont été justement, il y a de l'argent qui a été déposé dessus, etc. C'est pour ça que je dis en fait, il faut voir différents angles de vue et pas se positionner sur un et que chacun se positionne sur un en disant non, faut faire ça, non, faut faire ça. Vaudrait mieux allier en fait tous ces angles de vue et trouver une solution générale. Avant de donner la parole à Philippe Bouriaki et aussi à Myriam Touré qui est avec nous et reste avec nous et elle a aussi son mot à dire sur ce sujet en particulier. Nicolas Jeannotet, vous vouliez revenir sur ce qu'a dit Emmanuel Dupuis, je crois. Trois petits points sur ce qu'a dit Emmanuel Dupuis, il a raison. Dans les écoles aujourd'hui, on a une demi-journée d'éducation, la prévention routière. On a une demi-journée de prévention sur les drogues, on a même une demi-journée de prévention sur la sexualité. On devrait aujourd'hui avoir une demi-journée sur les violences urbaines, sur les RIC et tous ces phénomènes-là. Et ça, aujourd'hui, on l'a pas dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, où on l'a de façon très épisodique. Et je voudrais revenir sur deux choses très importantes qui ont changé depuis quelques années. C'est quand même l'importance des réseaux sociaux. Parce que vous le voyez aujourd'hui, tout est scénarisé. On filme en direct les bagarres, on filme en direct les rixes. Souvenez-vous la photo qu'on a vue des jeunes sur la dalle de Beaugrenelle entre la Ferriori et la bande qui a affronté la Ferriori. Vous avez vu la photo? On se croirait un gang de Medellín. Donc tout est scénarisé, les réseaux sociaux ont pris énormément d'importance et là-dessus d'ailleurs les services de police sont très à la traîne parce que souvent d'ailleurs les rixes se déclarent sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, et bien évidemment, la police là-dessus est très très en retard parce que le système d'alerte ne fonctionne pas. Un cas sur deux, ça marche. Mais un cas sur deux, on devrait, quand on intervient, on arrête la rixe. Quand on n'intervient pas, bien évidemment, elle se déroule. Et donc l'alerte en termes de prévention sur les réseaux sociaux n'a pas lieu. Et enfin, juste un dernier petit point. Il y a aussi la période en ce moment. On est en confinement. Ne l'oublions pas. Ah bon? Aujourd'hui, les gamins à 18 ans, à 18h, ils sont obligés de rentrer chez eux. Ils peuvent plus aller jouer au foot pour se défouler. Le week-end, ils sont obligés de rester chez eux. Et moi, les parents que j'ai au téléphone, même encore la pauvre, c'est de la cité, la mère de Yuri ou la mère d'un des meilleurs amis de Yuri, elle me disait, mais mon fils, tous les soirs, il est à la maison, il est devant des films vidéo, devant des réseaux sociaux. Le week-end, c'est pareil. Et il y a un moment, ça explose et ça pète. Ouais, Philippe Bouriaki. Ouais, écoute, je partage pas tout à fait entièrement les analyses qui ont été faites. Il y a le préventif, comme je disais tout à l'heure, et le curatif. Monsieur, vous pensez vraiment que des jeunes qui n'ont pas peur, ou des moins jeunes des forces de l'ordre vont avoir peur d'un adjoint au maire ou du maire? Oui, ça c'est une bonne question. C'est la prévention. Mais la prévention, elle commence comment, monsieur? Elle commence par les moyens que vous allez allouer aux éducateurs, mais aussi aux éducateurs sportifs, parce qu'un jeune qui est dans la rue ou un jeune qui est sur un terrain de foot ou dans une salle en train de faire du sport, croyez-moi que c'est pas du tout la même chose. Et quand vous sortez d'une salle de sport, vous avez tout sauf envie d'aller vous battre avec des gens ou envie d'aller exactement ce que je dis. Ouais. Alors je me précise, parce que Philippe n'a pas entendu le débat, c'est exactement pour cette raison que la fachosphère est tombée sur Nicolas, parce qu'il a dit précisément cela. Et défendu. Je sais, non, mais j'ai suivi ce qu'a fait Nicolas. Alors, pour revenir que le 15e, c'est un quartier bourgeois, etc. Sur le plateau de Beaugrenelle, c'est pas ultra bourgeois non plus, mais c'est vrai que. Le plateau de Beaugrenelle, c'est très très bourgeois. Les immeubles sur la dalle de Beaugrenelle, louer un appartement, c'est hors de prix. Bon, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Là, c'est le sujet de la dalle. Les dalles, les ponts, les gares sont propices aux RIC. Bon, ça, c'est un autre sujet encore. Vous voyez, c'est l'exemple qu'il faut aussi qu'on montre à cette jeunesse, qu'on peut discuter si on n'est pas d'accord sur tout, mais en tout cas ne pas s'interrompre pour laisser au moins à l'autre développer une théorie. Vous la prenez ou vous la prenez pas, mais en tout cas sur certains points on se rejoint. Je voulais dire qu'en tout cas sur le plateau de Beaugrenelle, il y a quelques échauffourées et c'est pas la première fois que ça arrive. Après, quels sont les moyens qui sont mis en place sur la prévention? J'entends bien sur la répression, mais là, en l'occurrence, le gouvernement, et on voit Gérald Darmanin qui fait des coups d'annonce
Et puis en même temps, il n'hésite pas à mettre des hordes et des cordes de CRS, de voltigeurs pour fracasser des gilets jaunes ou des manifestants pour la loi sécurité globale. Mais quand on a besoin dans les quartiers dits difficiles, dans les endroits où c'est là où on a besoin des forces de l'ordre, on ne les voit pas. Et donc c'est toute une combinaison. Vous avez raison de rappeler cette problématique des familles monoparentales. Mais moi, j'ai quand même été élevé tout seul par ma mère et avec mon frère cadet et l'autre. Et par conséquent, hormis l'histoire qu'on connaît, il n'y a personne qui a fait des séjours en prison ou qui avait envie d'eux. Mais parce qu'il y avait une disposition municipale, une volonté municipale de ne pas laisser à la dérive sa jeunesse, qui deviendra les adultes de demain, et ainsi de suite. Donc il y a aussi, je rejoins Nadir, je comprends Nadir, lorsqu'il est excédé, quand il entend le mot politique, même lorsqu'on est un ami à lui, il y croit plus, il baisse les bras, parce que les orientations et les choix budgétaires et politiques ne sont pas axés vers la jeunesse, ils votent pas. Ils sont axés, je suis persuadé que chez vous, vous faites le banquet des retraités, vous faites le colis des retraités, etc. Très bien, grand bien leur face, vous faites des excursions, des sorties, mais si on fait le ratio budget jeunesse et le budget troisième âge, je pense qu'il y aurait aussi un écart. Alors je suis pas là en train d'opposer les uns et les autres, je comprends que c'est très compliqué de constituer un budget municipal, monsieur, et je vous en tiens par rigueur, mais il y a peut-être aussi un équilibre à regarder, comment on fait pour mettre dans le préventif, pour éviter d'avoir après à traiter les causes du curatif, parce que là on parle de drame. Moi je présente mes condoléances aux familles victimes qui elles sont dans la douleur totale et qui ont rien à foutre du discours qu'on est en train de faire. 13 ans et 14 ans, rappelons-le. Voilà. Monsieur Jeannetet, dernier petit mot pour vous donc sur ce qui a été dit. On dit pas qu'on a la science infuse et que cette émission va servir à changer les choses, mais en tout cas on essaye d'en parler, c'est déjà bien. Ah mais c'est génial, il faut débattre, il faut trouver des solutions ensemble. Et d'ailleurs, je vois qu'on est à peu près tous d'accord. Prévention, sanctions, et puis une alerte plus présente pour essayer de stopper les risques qui vont se développer. Mais encore une fois, c'est pas un phénomène lié aujourd'hui, il a toujours existé, il existera toujours. Les bandes existeront dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Moi-même, quand j'étais jeune, j'avais envie de faire partie de bandes, alors pas forcément pour aller se bagarrer. Ah ouais, vous étiez un bagarreur. Voilà, ça fait partie du conditionnement humain, mais qu'aujourd'hui, elle dérape comme ça a dérapé il y a 10 ans. Voilà. Merci Monsieur Nicolas Jeannetet. Je rappelle que vous êtes conseiller de Paris ainsi que délégué à la sécurité dans le 15e arrondissement. Dans un instant, on écoutera Myriam Touré qui est restée avec nous et qui aura peut-être un petit mot aussi à nous dire dans un instant. À tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous pour les 5 minutes qui nous restent, et c'est un sujet passionnant finalement qu'on pourrait continuer d'évoquer pendant plusieurs minutes, et il y avait beaucoup de monde en plateau, et je voudrais que Myriam Touré que nous avions reçu tout à l'heure puisse revenir, puisque c'est un phénomène qui vous parle. On parle des rixes entre bandes rivales. Vous avez entendu le débat, Myriam ? Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire quoi alors ? Encore une fois, merci beaucoup de me donner le micro. Alors moi, tout ce que j'entends, c'est qu'effectivement la prévention dans les écoles pour moi est aujourd'hui primordiale, mais aujourd'hui il y a un nouveau phénomène, on va dire depuis ces 15 dernières années, c'est aussi les filles. Il y a aussi beaucoup de risques aussi entre filles. Ah ouais ? Moi, je me rappelle, oui, beaucoup. Et ça se passe comment ? Elles se griffent, elles se crippent le chignon, c'est comment ? Les filles, elles sont plus. Vous savez quoi ? Pour avoir travaillé avec ma sœur beaucoup longtemps à l'éducation nationale, les filles sont même, je vais même vous dire, 10 fois même plus violentes que les garçons. Wow. Quand on a vu des bagarres, c'est vrai, tout le monde peut se disputer, tout le monde peut s'embrouiller, c'est vrai. Mais quand les femmes, j'ai l'impression que c'est connu, quand les filles et les femmes se bagarrent, c'est un autre niveau. Moi, je sais qu'à l'époque, il y a quelques années, il y avait une grille dans le 77 où les filles avaient ramené des haches, des battes de baseball, des poings américains, elles avaient tout ramené. Elle était entre 50-50, des violences en disette. Donc aujourd'hui, il y a aussi ce phénomène-là qui perdure et qui malheureusement qui salit bien évidemment l'image de la jeunesse. Mais après, je vais pas vous mentir que. Je suis étonné quand même. Ah oui, mais les filles sont aussi très. Sherazade, vous êtes des petits traquins en fait, des caïras en fait, c'est ça. Il y a ça aussi, et je vais pas vous mentir que aussi, malgré Nadir ou vous tous qui êtes là, qui travaillent avec les jeunes, c'est que
on a tous plus ou moins une responsabilité, mais aussi il faut savoir que, comme tout à l'heure je vous ai dit, on intervient beaucoup sur aussi les analyses musicales, donc on travaille beaucoup sur les textes urbains. Il faut savoir qu'en France, le style musical le plus écouté chez les jeunes, c'est le rap. Ouais. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Certains prennent position, très bien. D'autres, malheureusement, n'osent pas trop dire voilà, ça ce n'est pas bien, parce que ils sont rares et malheureusement certains vendent du rêve. Donc aujourd'hui, je vois certains rappeurs qui dans leurs clips qui favorisent la violence. Favorisent les flingues, l'alcool, les filles dénudées. Bien évidemment que malheureusement ça influence certains jeunes. Et aujourd'hui, certains rappeurs, quand même, c'est vrai, prennent position, disent bon, ne montre pas trop ce genre de clip, parle correctement, donne en tout cas une image meilleure, plus belle de la banlieue. Historiquement, Kerry James. Voilà, Kerry James, Medine, Youssoufa, Mokobe, il y a pas mal d'artistes quand même qui font pas mal de choses, mais il y en a d'autres malheureusement, qui alors aujourd'hui. Là, c'est l'industrie du. C'est dommage. C'est l'industrie de la musique française avec la favorisation du rap violent et vulgaire. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Mais vous êtes les premiers à l'écouter aussi, soyez pas hypocrites. Non, pas du tout, non. Non, mais honnêtement, moi, Christophe et les amis, je vais pas vous mentir que j'écoute certaines musiques parce que, pour mettre entre guillemets à la page, parce que je commence à prendre de l'âge. Ça c'est un bon argument qui peut servir. Genre, j'écoute de la musique pour mettre à la page. Je vous promets que c'est vrai. Je kiffe un peu, je mange les textes. Et je vous promets, vous savez quoi, il y a une artiste, vous savez quoi, les amis, il y a une artiste, une féminine bien évidemment, qui s'appelle Sheila. Elle a écrit un texte qui s'appelle Si j'étais un homme, justement, qui parle justement des maltraitances vis-à-vis des femmes, où malheureusement certains hommes peuvent prendre le pouvoir sur certaines femmes, et justement elle se met plus ou moins à la place d'un homme, comment la société sera ou serait. Donc si vous voulez, tout ça, donc l'égalité des sexes est bien respectée dans les RICS a priori, puisque les femmes sont plus violentes que les hommes. Donc, aujourd'hui, Christophe, il est très il est taquin. Oui, il est très taquin, mais malheureusement c'est une réalité, parce que c'est vrai, on dit beaucoup les garçons, mais les filles aussi participent. On a vu beaucoup de bagarres, on a fait aussi beaucoup de bagarres, mais c'est dommage. Mais c'est vrai que ce serait bien qu'en tout cas, même nous on aime dire que pourquoi pas notre action soit médiatisée, parce que c'est très bien, c'est très beau. Rappelle le nom de ton association, Myriam, parce qu'on arrive à la fin. Liberté d'agir scolaire, LAS, vous pouvez nous joindre au lasassociation@hotmail.fr. Et si vous voulez d'autres informations, nous on est comme on appelle ça. Et bien évidemment, j'aimerais beaucoup travailler avec monsieur Nicolas Janoté, parce que élu dans le 15e. Il est dans le 15e et voilà, et c'est très très important. C'est pas Christine Janoté, attention, Janoté. Oui, merci, la mère d'Orly. Oui, merci de me mettre, mais c'est une femme et on encourage toutes les femmes. Bon, merci. Merci à vous et très bonne année. Bon, très bonne année de quoi? Le mois de février, Myriam, qu'est-ce qui se passe? Elle a raison, elle a raison parce qu'elle a mal commencé, donc on peut toujours dire qu'il faut. Ah, j'ai mal commencé? Ah oui. Non, l'année a mal commencé. Merci, voilà. Ah oui, comme l'année a mal commencé, et je suis une femme. C'était un véritable bordel bien maîtrisé aujourd'hui dans cette émission. Merci beaucoup, Sherazade Bimorgan. Merci beaucoup, mon Philippe. Et bonne soirée. Et on va écouter Castex dans un instant, le Premier ministre qui va s'exprimer pour nous annoncer des trucs. Merci, mon Nadir. Tu reviens quand tu veux, évidemment. Un grand bonjour à mes collègues de DHL International sur la plateforme de Roissy. Très bien. Eh bien, grand bonjour aux collègues de DHL. D'accord, très bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain en direct sur France Maghreb 2 pour la dernière. Il est exactement et précisément 18h. Bonne soirée, restez à l'écoute de France Maghreb 2 dans un instant. Mais déjà, ciao à tous et à demain.